falloir que je prenne l'habitude. Est-ce que ça se pareil, hein, ça se met en auto. Ça, les gens qui me disent, ah, mais tes vidéos, elles sont floues, je vois rien. Oui, c'est normal. J'avais dit depuis le Covid, maintenant c'est en auto automatiquement. Et c'est à vous, à chaque vidéo, à chaque fois que vous rechargez une vidéo, vous devez resélectionner la qualité. Sinon YouTube remet en auto pour faire des économies de bande passante. Voilà. La globale. Tac. De toute façon, normalement ça gêne pas. Bon, puis après ça, s'il y a besoin, à tout moment, je peux m'envoler. Donc, on peut quoi. Vous me direz pour le son si c'est pas assez fort, parce que l'intérêt quand même, surtout quand on réagit à une vidéo, bah, c'est qu'on entende la vidéo. Si le son, si mon micro est 15 fois plus fort, c'est chiant, et si la vidéo est plus forte et qu'on m'entend pas parler, c'est chiant aussi. Il est là. Game Jam, c'est 48 heures pour faire un jeu. Vous avez que 2 jours pour réussir cette mission. Ça tient en un mot, le temps. Et par contre, il fait du 48 heures pour c'est du RP. Vous avez que 2 jours pour réussir cette mission. Ça tient en un mot, le temps. On n'a pas le temps de se prendre la tête avec des questions. On va savoir si le jeu marche bien vraiment. Il n'y a personne pour te juger à la fin. Voilà, rien à perdre. Bon, attendez, parce que là, voilà, je ne fais pas ce qu'il faut, mais... Ah là là, tristesse. Qu'est-ce que je cherche? Ma chaîne Twitch. Changer le titre quand même, parce que là j'ai mis hey yo, ça va, c'est super, c'est génial. Non, non, il faut faire venir les gens, on va faire venir les gens. C'est parti. Ok. Paf. Paf. Ok. Tac. Voilà. Le titre un peu. On va faire venir du monde là. N'oubliez pas que vous avez un code. C'était quoi à l'époque? Il y avait un code Google, hein, une carte Google, Google Play, je sais pas quoi, là, de 15 €. Si vous mettez un commentaire sous la vidéo YouTube. Ah merde, on est sur Twitch. Désolé. Marche pas. Voilà. Hop. On est reparti. Donc je rappelle, Combini, parce que c'est bien quand même de créditer, hein, de citer un peu ce qu'on regarde. Ça, vous pourrez aller voir sur leur chaîne si ça vous intéresse. Là, on est vendredi soir et on a jusqu'à dimanche soir pour faire un jeu sur un thème donné. Il y a des gens qui vont dormir. Donc ça, c'est qui dans le chat? C'est qui? Est-ce que ça a été fait? Ça a été fait quand d'ailleurs? C'est un reportage fait là Ah, il y a 6 ans, merde. Trop long, trop ancien. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit là. En même temps, c'est que j'ai tapé Game Jam, oui, c'est pas une tendance. Ah oui, une vidéo qui a 6 ans quand même. D'accord. Très bien. Rentrer chez eux et d'autres qui vont faire 48 heures devant leur PC sans rien lâcher. C'est court parce que d'habitude on met environ 1 an ou 2, voire plus suivant les productions. Et puis là on est sur des petites équipes. On a 48 heures, donc qu'est-ce qui marche tout de suite? Qu'est-ce qui est amusant à faire? Qu'est-ce qui a du sens? Voilà, rien à perdre. Et vous écoutez s'il vous plaît. Vous partez dans un but commun. Vous avez que 2 jours pour réussir cette mission. Allez-y, gaiement. Et prenez des putains de pauses. On a reconnu JDG. Vous allez pouvoir finir un jeu dans votre vie. En gros, le thème arrive. Donc là le thème c'est What Home Feels to You. Tu te sens inspiré? Bon, le thème arrive. Ah, faudrait que j'apprenne je regarde les raccourcis là, clavier sur YouTube. Il y a des raccourcis des fois pour avancer de quelques millisecondes. Donc là le thème c'est What Home Feels to You. Ah, il a dit What Home Feels, non means, mais ok, très bien. Voilà. En fait, qu'est-ce qui représente votre maison? Ouais, mais les flèches, c'est trop. Là, ça avance de 5 secondes. Là. Parce qu'il doit prendre un pourcentage par rapport à la durée totale de la vidéo. Et normalement, il y a des petits raccourcis qui doivent être notés pas loin dans... Je sais plus où. Il me semble qu'il y a des... On peut afficher normalement des infos, il faudra que je regarde. Et qu'il y a tous les raccourcis clavier de YouTube. Même pour changer la vitesse, pour éviter de passer, tu vois, de faire ça, vitesse. Peut-être que des fois sur des vidéos, je vais accélérer un petit peu. Après, c'est trop galère, quoi.
Comme habituellement je fais tout à la main parce que c'est rare que je modifie certaines choses, ou même pour les sous-titres. Il faudra que si je fais des reacts un peu plus souvent, je prenne l'habitude de me servir du clavier. J'ai une idée qui vous inspire, vachement chaud pour travailler avec vous. Ça vous dit on en parle à 3? Excusez-moi, vous avez où les méga post-it? Est-ce qu'on a une table? Méga post-it. Le temps est compté. Vous pensiez à quoi? Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est genre un Rubik's Cube. D'en faire un maximum en un temps donné peut-être, ou même on peut faire une sphère, du coup créer des maisons. Mais on hésite entre du versus et de la coop. Tu sais le juste milieu de Ouais. est-ce que je répare chez moi ou est-ce que je sais pas, c'est une idée en plus. Oui, non mais ça peut marcher aussi, ouais. D'avoir 2 maisons côte à côte pour serait du multijoueur. Alors, ils partaient sur un Rubik's Cube et ils sont partis sur une maison. Ah non, pardon, parler de... Le sujet, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que maison? Donc Rubik's Cube. Alors le Rubik's Cube, ce serait une modélisation 3D de l'intérieur d'une maison. C'est un petit peu comme façon Sims, là, où t'as les murs de devant qui sont masqués. Je sais pas quoi. Dans ton code, c'est range ta chambre. Et le principe, c'est un frère et une sœur qui se partagent une chambre. Et on récupère des objets dans la maison. Ah, par contre, c'est marrant parce que c'est le premier jour et ils présentent leur concept. Ah, eux, par contre, on aurait pas laissé beaucoup de temps parce que c'est pas toujours comme ça. Alors qu'ils ont 48 heures pour le jeu. Il y a donc évidemment une scène, visiblement, et ils présentent. Ils ont eu quelques minutes, quelques heures pour réfléchir à un concept. Et ils doivent présenter déjà ce dernier devant le public qu'il y a, enfin devant les autres participants. C'est pour chercher des gens du groupe, c'est pour dire voilà, rejoignez notre groupe, peut-être pour ça. Hein. Et grâce au objet, on crée une cabane. On va avoir un jouet qui se balade dans la maison. Le but, rattraper le jouet, on est le chat. Et vous pouvez prendre chaque arête pour redessiner autre chose, parce que la maison représente pour vous. Il y a 2 maisons côte à côte qui sont sur des bateaux. C'est du versus en 1v1. Et les maisons sont trouées et il y a de l'eau qui rentre dans les maisons bateaux et qui les fait couler. Faut protéger la sienne. J'ai 2 artistes avec moi. On cherche surtout des programmeurs et un super sound designer. Ah, c'est ça. C'est ça. Ils ont écrit un petit concept rapide, ils font la présentation pour le recrutement. Très bien. Merci beaucoup. Cette game jam est officiellement ouverte. Il n'y a plus qu'à trouver une équipe. Ouais, ils ont 48 heures. À 4 heures près, on serait tout à fait raccord avec notre game jam. Hein. On cherche surtout des programmeurs. Ils font le squelette du jeu. Sans eux, ça va être compliqué. Vous avez vu des gens ou pas encore? On en cherche. Cherche des programmeurs. Il n'y a pas de programmeurs. Des programmeurs? On fait tous du web, on fait tous du Angular, là il n'y a personne. Par ici. Je peux te faire une page web, mec. Vous aimez quand même. Pour le score, si tu veux, mais... Vous voyez quand je dis hein, le saturation, JavaScript, tout ça. Voilà. Très bel exemple, encore une fois. Voilà, que des devs web, front-end, bien sûr. Donc voilà, il n'y a plus personne. Les programmeurs, codage en dur, il n'y a plus personne. C'est pénurie. Et bah ça, ce sont les prochains développeurs sur COBOL. Les recruteurs, ça va être pareil. Ils vont dire, on cherche un développeur. Là, on a notre employé, là, ça fait 45 ans qu'il bosse chez nous. Il vient de prendre sa retraite. Et on doit maintenir le système parce que notre système, c'est tout le système financier qui repose sur ça. Et au moindre problème, on n'a personne qui peut toucher au code ou qui peut réparer une bavure ou je sais pas quoi. Donc venez. Et puis le mec, il est là, un développeur COBOL. Il n'y a que des développeurs JavaScript, donc c'est... À votre bon cœur, un petit programmeur. Ou Zig. Je pense à vous aussi, Zig. Voilà. Cherche prog. Ouais, on a besoin de prog. Il n'y a pas de prog. Ça vous chauffe pas? Je mange même pas de pizza vu que je cherche des prog. Oui, le jeu des bateaux, c'est ça. Et tu es programmeur. Tu es sound designer. Et bah, bienvenue dans notre équipe. Après, on cherche encore des programmeurs. Ah, quel dommage. Je suis désolé. Là, je galère. J'ai fait un tour. Je vais ratisser encore un peu plus dans les coins. Pour l'instant, on n'a pas de programmeur et les groupes sont déjà en train de rentrer dans les salles. Ouais, c'est ça. C'est le recruteur COBOL là qui cherche. Il cherche des nouveaux. Non. Je veux bien le faire le tien. Oh là là. Ah, puis lui, il était comme ça, il se gratte la moustache, il fait... Je suis très demandé, mais je veux bien faire... Allez, je veux bien faire le tien. Je veux bien... Je me dévoue. Tiens, de la pizza en échange. Oui. Je me dévoue. Allez, c'est parti. Donc là, il s'est passé que 5 heures. Hein. Donc, là, il est 23h17. Début. Et du
coup, on est un peu plus avancé sur le concept. Donc là, on a le personnage en taille de référence, on a les murs sur les côtés, les pontons depuis lesquels on pourra jeter l'eau sur notre adversaire. Les étoiles, je viens de les placer, ça correspondrait les deux maisons, aux c'est ça. où les fuites arriveraient. Il va falloir tester et équilibrer. Il ne faut pas que ce soit trop stressant et après, il ne faut pas s'ennuyer en fait. Ouais, le jeu il partait un peu fun quoi, donc du coup je me suis dit que des rythmiques comme ça c'est un peu cliché mais ça marche toujours. Donc voilà, je suis parti sur une base simple qu'après je pourrais développer plus tard si ça part comme ça. Moi, dans mon taf, je suis programmeur et aussi intégrateur. C'est-à-dire que je vais programmer un petit peu toutes les interactions entre le joueur et le jeu. Donc avant, moi, j'avais pas de personnage ou quoi que ce soit. Donc le seul truc que je pouvais faire, c'était mettre une petite forme pour me dire c'est un joueur. Ce qu'on est en train de faire, c'est récupérer le travail des artistes. On a un petit personnage qui va se faire ses mouvements comme avant. Normalement, j'étais censé dormir vers 1h du matin. Et en fait, ouais, j'étais pris par le jeu en fait. Tu vas passer une tellement bonne jam si tu dors. Il y en a. Ouais, c'est vrai que si le mec il avait prévu d'aller se coucher à 1h alors qu'ils ont commencé à se poser à 23h, t'es un peu. Voilà, si tu penses qu'au bout, tu vas faire 2 petites heures là, non mais après les gars, je vais me coucher. Il y en a qui vont dormir sur place, il y en a un qui part dans quelques minutes aussi. Vu qu'il est 3h du mat, on va Voilà. dormir. Là on parle. Promis. En plus on voit ils n'ont pas l'air fatigués, ça va. Oh mais c'est l'hôtel, on leur a mis des. Oh non mais franchement. Il y en a, j'avais regardé une vieille émission évidemment plus ancienne que celle-ci. Ils avaient même pas de salle pour dormir, donc ils n'avaient pas prévu une salle à part pour pouvoir mettre des couchettes ou des sacs couchage ou n'importe quoi. Et donc ils dormaient même sous les tables, tout ça. Enfin, ils avaient fait des tentes en mettant leur manteau sur les tables pour cacher un peu de la lumière, parce qu'en plus il y avait des endroits où il y avait la lumière qui s'éteignait jamais, donc ça c'est pratique pour dormir aussi quand c'est toujours éclairé. Et ils se débrouillaient quoi, c'était comme ça. Donc ça va, c'est l'hôtel, ils ont une pièce à part, tu peux éteindre la lumière, enfin franchement, ils ont regardez ça, ils ont des sofas, c'est limite du cuir là du cuir de bison, enfin c'est incroyable. Il est bien. Hello, j'ai la base pour. Tu devrais tester un truc comme ça, c'est-à-dire tester quoi? Que je fasse un recrutement. Toi, j'ai des viennoiseries pour les autres. Qu'est-ce que t'as vu? C'est le lapin. Stylé. Hier, on a dit que pour la musique, on partirait sur quelque chose d'un peu funky. J'ai proposé à Kevin de ramener ma basse. 20h42, donc on est peut-être un peu en retard. Là, du coup, je viens de faire bouger mon perso pour la première fois. Il est super mignon. Et on va essayer de partir à 23h à peu près, comme ça, pour un peu mieux dormir qu'hier. Et on arrête de tomber dans l'eau. Après, faut faire gaffe aussi aux programmeurs, ce que j'ai vu très souvent aussi. Sans que ce soit une tendance, mais dans les projets de game jam ou comme ça un petit peu, c'est souvent le programmeur qui fait très vite défaut. Parce que c'est pas forcément celui qui a le plus de travail, mais quand même ça repose beaucoup sur lui. Et même si c'est que 48 heures, les gars qui font la leçon, les petites ressources, tout ça, ça va. Des fois c'est mis quand même assez tôt, le programmeur on a besoin quand même de jusqu'à la fin. Donc c'est souvent que faut le pousser un peu parce que le gars il est en train de dormir à moitié, de comater sur sa chaise et il faut y aller. Et en plus les mecs je vois ils sont sur Windows Vista, enfin ils étaient à l'époque en tout cas sur Windows Vista. Bon courage. On a mis la tête entendue. Mais il est pas bon. C'est tout ce que je dois faire avant qu'on commence à polish demain. Je vais pas dormir demain après-midi. Non, mais je vais me coucher ce soir. Cool. Il va bien. Non, t'es pas fatigué là? Oh, je vais coucher ce soir. C'est là du coup. Yes. Mais oui, je suis très net. Non, c'est parce qu'il parle comme ça. Normalement, je vais revenir à 10h le matin, mais là, j'essaie de me lever pour arriver à 8h. Il va pas falloir perdre de temps si on veut que ce soit fun au moment de jouer. Et oui, l'aspect fun. N'oubliez pas, la définition première d'un jeu, c'est de jouer. Ça doit être amusant. Même si ça fait réfléchir. Si on se fait chier, on retourne sur LoL. Il en reste que 10 heures déjà. En même temps, le documentaire il dure 8 minutes, donc reportage. Là, il reste 8 heures. Ouais, 1h30. Je suis complet. Il nous reste à peu près 1 heure pour vraiment. C'est vrai que au début ça allait, là on voit pas la petite. Hop, voilà, là on voit bien la petite cerne à droite, là c'est une ride, même carrément c'est
Et là, il en peut plus. Là. Il est au bout de sa vie. À peu près 1 heure pour vraiment finir le jeu. Donc on est un peu en rush, mais c'est un rush calculé. C'est pas genre on va taper sur le clavier pour faire n'importe quoi, c'est on sait ce qu'on a à faire, on doit le faire vite. On est juste au moment où on va convertir notre projet en véritable jeu qu'on pourra lancer sur n'importe quel PC. On va savoir si le jeu marche bien vraiment. Et si ça marche pas, on dira tant pis. Oui, bah on installe le jeu. Bon, petit sondage, qui a kiffé être là ce week-end? Incroyable. 9000 jeux en 48 heures. Quelle victoire! Bah voilà, et franchement. J'ai vu d'autres reportages, le jeu à la fin c'était pas ça. Hein. non, ils sont bons. Là, ça fait plaisir, le jeu il est pas mal. Il est pas mal pour un game job, c'est cool. Premier retour positif, donc très content. Alors du coup, c'est Sur jusqu'au bout. le but c'est de jouer un chat et on joue comme un chat. Une touche c'est un chat, on peut spammer pour accélérer, on peut appuyer pour sauter et dès qu'on va toucher une nouvelle touche, ça amène un nouveau chat dans la partie. Vas-y, rejoins, prends une touche. On est parti d'un principe simple, c'est prendre des maisons qui existent déjà et juste déplacer toutes les arêtes dans une autre case et faire en fait votre propre maison. Le jeu auquel ils sont en train de jouer, c'est Héritage. Le thème c'était la maison, c'est la maison des vieux, ils sont en train de la piquer pour avoir l'héritage en fait. Bon, ça arrive de temps en temps, c'est pas tout. Pas mal le concept. Mais là pour le coup c'est le cas. Le stress il est complètement... Là il y a un côté original. descendu. La fatigue elle prend le dessus. J'ai mal partout en fait. Je crois la jam la plus réussie que j'ai pu faire. C'est la fin. 17h18, on a testé les jeux, notre jeu a été testé. C'est pas le week-end le plus reposant qui soit, mais c'est vachement cool de faire un jeu. En plus, des jeux que j'ai testés, il y a plein de jeux qui sont super bien. Donc le jeu qu'on a fait, c'est une bonne base, il y a moyen de l'exploiter un peu plus. On n'est pas si loin du thème, on n'est pas si loin de ce qu'on avait prévu de faire. Hein. C'était un bateau et un autre, côte à côte, et se foutre sur la tronche. C'est vachement cool l'avant-après. C'est vraiment trop bien. Et puis jouer au jeu après. Jouer au jeu et faire tester son jeu. Faites des jeux. Et puis là on était du point de vue d'une équipe qui a réussi à mener ça au bout. Ok, bon c'était très court par contre. Il n'y a pas grand chose à commenter, mais on va trouver d'autres. Hein. Ah, c'est sur ce thème là de toute façon. Il y avait quelque chose d'un peu plus long là tout à l'heure. On va voir les gens à la difficulté. Sur de Red. 72 heures. Là, 43 minutes, ça va être. Ça va nous occuper là. Pam. Ok, ça marche. Bon après-midi. Merci d'avoir été là. Le jeu vidéo est un art encore récent, mais qui a déjà ses propres codes. Hier, quand même, j'avais dit, ouais. L'aventure de Red. Ça, on fait la petite pub pour les chaînes. La moindre des choses. Plusieurs genres ont émergé, plusieurs plateformes se sont formées, et ce monde a déjà ses propres traditions. Pour simplifier, le jeu vidéo est un art encore récent, mais qui a déjà ses propres codes. Plusieurs genres ont émergé, plusieurs plateformes se sont formées, et ce monde a déjà ses propres codes. C'est l'Autodesk ça. Effectivement, on est sur du C#. Il existe 4 pôles principaux qui sont essentiels et spécifiques à la conception d'un jeu vidéo. Le game design, regroupant la création des mécaniques du jeu, c'est-à-dire les règles, les fonctions à utiliser et toutes les possibilités d'interaction offertes aux joueurs. C'est ce qu'on appelle le gameplay. On peut y inclure le level design qui travaille à l'élaboration des niveaux en adéquation à ces mécaniques. Il y a aussi le pôle game art pour tout ce qui touche au visuel. Ce pôle regroupe plusieurs professions qui, même si elles peuvent être réunies, sont plus communément des choix de spécialisation. Nous retrouvons les métiers de concept artiste, character designer, environment artist, animateur, VFX artiste, ainsi que UI et UX designer. Et pour tous ces métiers, il y a là encore un choix de spécialisation en rendu 2D ou 3D. Le troisième pôle, c'est le sound design, donc tout ce qui touche à l'aspect sonore. De la musique au bruitage en passant par les bruits d'ambiance, ainsi que le travail sur le mix pour équilibrer correctement ces différents sons. Et en dernier arrive le développement, la partie technique de cette œuvre qu'est le jeu vidéo.
Qui aura fait du sound design parmi les participants de la Game Jam? Nous le verrons le 31. Le code informatique, c'est en quelque sorte le liant de ces trois pôles. Il existe plusieurs spécialités dans le domaine de la programmation, mais les principales sont le gameplay et le moteur. Le dev moteur va s'occuper de faire les outils de développement pour les différents pôles. Et le dev gameplay va être au plus près de la production, il est le point de rassemblement des deux équipes. Unreal. Mécanique de gameplay C'était une vieille et version. également l'aspect graphique et sonore. Et bien sûr à cela se greffe parfois... Je peux regarder là. Ça date de quand ça? 6 ans aussi. D'autres univers comme la narration, le cinéma, etc. Le monde du jeu vidéo a aussi développé ses propres événements. Les plus grands événements qui sont connus du public sont l'E3 à Los Angeles et la Paris Games Week à Paris. Ces salons rassemblent les plus grosses entreprises du jeu vidéo et font office de vitrine pour partager au public des jeux qui sont déjà créés sur de longues périodes ou qui sont à venir. C'est cool, mais il nous faut une présentation de métier de jeu vidéo, création de jeux vidéo. Créateurs indépendants, oui, la Game Jam, non. Decade, visant principalement un public de professionnels. Et enfin, il y a les Game Jam. Ce sont des événements visant à créer un jeu seul ou en équipe dans un temps limité. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans les coulisses de création d'un jeu vidéo fait en 72 heures. Pour une vidéo qui dure 72 heures. Donc non, parce que quand on commence à creuser ce monde du jeu vidéo, on apprend rapidement l'existence de la le placement produit là. Game Jam international qui a une durée de 48 à 72 heures. A titre d'exemple, l'édition 43 de la Loom Dare avait pour thème « Des sacrifices doivent être faits ». Et le jeu qui a été le mieux noté fut Friend Gun, un jeu rempli de personnages en forme de balles de pistolet que l'on peut sacrifier afin de combattre les forces obscures qui entrent dans le village paisible, à moins que l'on puisse utiliser autrement cette oui, là, graphiquement de ça, il n'y a pas grand chose. Hein. Mécanique de sacrifice. Gameplay. C'est un jeu qui apporte un message très intéressant, et c'est grâce à ces Game Jam que ce genre de jeu voit le jour. À titre indicatif, la Loudun Dare, c'est généralement entre 2500 et 3000 jeux créés à chaque édition, par plus de 8000 créateurs de jeux vidéo. Imagine un peu, en un seul week-end, toute la culture créée par des milliers de personnes, tous rassemblés autour de cette passion du jeu vidéo. De toute façon, déjà, vous allez sur un site comme itch.io, justement. Il y a des milliers de jeux. Voilà. Je crée plein de petits jeux. Pareil, c'est comme YouTube, tout à l'heure. Je te disais, c'est les petites chaînes qui seront jamais vues par personne. Et pareil, il y a des quantités phénoménales de jeux. Il y a sûrement des pépites dans l'eau qui se cachent. Il arrive même que certains jeux connaissent une véritable success story par la suite, comme Mind the Gap, réalisé pendant la Loudun Dare 26, qui est devenu Mini Metro. On peut parler aussi de Titan Souls et de Super Hot, et sans oublier le jeu le plus impressionnant de l'univers. C'est vrai que ce jeu, il l'avait présenté. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui se joue en réalité virtuelle, et c'est vrai que oui, c'était un jeu issu d'une Game Jam, effectivement. Ouais. Et il y a eu même des OP sur ce jeu, des collaborations commerciales. Il y a quelques créateurs qui l'ont présenté. God Simulator. Ah bah oui, samedi 27 au mardi 30 2019 s'est tenu la Loudun Dare 44. Durant cet événement, on a embêté les membres de l'équipe pour nous partager leur vision du jeu vidéo et de nous raconter comment se passe ce week-end. Nous sommes une équipe de 11 personnes et chaque personne prendra le temps de t'expliquer son métier. On retrouve Yann, chef de projet qui va s'occuper de synchroniser l'ensemble des membres. Yacine, la force tranquille de l'équipe et lead game designer. Guillaume, gameplay programmeur. Oui, c'est quand ça s'engueule. Yacine, c'est... Kevin, donc c'est moi qui occupe le rôle de lead développeur. Mais c'est exprès. C'était un Kevin. Ah non, tout à l'heure c'était le sound designer, le Kevin, qui faisait de la basse. J'ai rien dit. Pardon, mais il y a quand même un Kevin à chaque fois, hein, ça va commencer à se voir. Julien, qui développe également. Anna, la lead game artiste. Et enfin, Tom, véritable couteau suisse, qui gère aussi le rôle de sound designer. Il a une tête à faire de la guitare, c'est sûr. Benjamin, game artiste. Benjamin, développeur. Et Axel, game artiste. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi et toute cette équipe pour te montrer les coulisses de la création de notre jeu, Underbreak. Mais attends. Je te spoil un peu, on va commencer par le début, le vendredi. On a préparé notre sac en amont, on prend donc nos affaires, 12 kg matériel, et c'est parti pour rejoindre les autres dans la maison qui nous hébergera pour les 72 prochaines. Je faisais partie de l'équipe. On arrive, celle qui présentait. Déjà là, et je le laisse nous expliquer ce qui s'est passé. Et après tout le monde est arrivé, finalement on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé, il y a eu tout de suite une bonne entente, ça c'était cool. Il a été question un petit peu après de faire des courses, donc on s'est baladé dans Franprix et dans Picard pour acheter des trucs pour manger le week-end. Ah la facture Franprix là.
Je suis allé une fois à un Franprix. L'une des rares fois où je suis allé sur Paris. Là que je suis resté dormir à l'hôtel en plus pour la nuit. Donc il fallait que je prenne quelque chose à manger. J'allais dire monsieur le maire, mais j'ai enseigné tout à l'heure, tu disais coucou avion. C'est le mec, jamais il dit bonjour, il redit bonjour. Et oui, je suis allé donc, il fallait que je prenne à manger et il y avait un Franprix pas très loin de l'hôtel. Et oui, alors là pour je dis pas que ça m'a coûté le prix de la nuit d'hôtel, mais bon. Franprix c'est particulier. On peut dire des Carrefour City, les petits casinos, là, les tout petits. Mais Franprix, c'est un autre monde. Hein. Mais très important. C'est vrai qu'on ne dit pas Game Jam, on va parler bien le sommeil, donc évidemment, de pas négliger son sommeil, même si vous avez quelque chose qui est pris sur le temps. Logique, parce que dites-vous que de toute façon, les gens doivent dormir aussi, normalement, donc... Et que ça se néglige pas, et bien sûr, l'alimentation, l'hydratation aussi, ça en fait partie. Ils ont pensé au plus important finalement, dire faut qu'on ait à manger et à boire, parce qu'on va pas s'amuser à cuisiner, à faire une petite salade en plein milieu de ce qu'on fait. Bon, je doute qu'ils aient pris des choses très saines à manger, mais au moins ils ont pris à manger, parce que parfois il y en a 10-48 heures et t'en oublierais presque d'aller manger. Et alors tu te nourris à la Monster ou à la Red Bull. Et puis donc voilà, donc on a continué comme ça, on a fait notre petite vie à discuter de tout et de rien jusqu'à le moment fatidique de 3h du matin. 3h du matin, pourquoi? Parce que c'est l'heure à laquelle tombe le thème de la jam, à quelle sauce on va être mangé pendant 72 heures. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que juste avant, on savait les thèmes qui étaient dans le final round, les thèmes qui restaient. Donc ils ont pu se préparer avant le début. Okay. C'est la game jam n'est pas commencée, ils se sont préparés tout ça, et c'est à l'annonce du thème que ça a commencé. Ok, donc ça compte pas dans les 72 heures. C'était à la fin et qui pouvait être choisi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'entre nous tous, on n'était pas d'accord sur les thèmes qu'on voulait voir tomber à la fin. Si ce n'est que, il y avait certains thèmes sur lesquels on était d'accord que ça ne nous inspirait pas. Et il s'avère que c'est un de ces thèmes-là qui est tombé. C'est-à-dire Your life is currency, voilà, si je le prononce bien. En je recoupe en même temps, c'est le principe d'un react aussi, c'est de réagir. Et oui, point aussi très important qui est souvent auquel les gens ne pensent pas, c'est que souvent quand ils veulent bosser sur un projet, c'est aussi pour ça par exemple que j'ai limité le nombre de personnes pour un groupe à 3 maximum, parce qu'on aurait souvent tendance à se dire que on doit réaliser un jeu vidéo sur une durée limitée, donc essayons de recruter un maximum de personnes, comme ça on aura plus de petites mains pour développer le jeu, donc on devrait avancer plus vite. Et généralement ce qui se montre dans la pratique, surtout en plus quand on n'est pas forcément une équipe de gens qui ont déjà eu l'habitude de bosser ensemble, qui ont déjà leur petit, on va dire, leur petite cohésion et chacun leur petite fonction, et on va plus créer justement de désaccords et de différends entre les personnes du groupe plutôt qu'une cohésion qui va faciliter et permettre de travailler plus vite. Donc là on pourrait penser qu'on va gagner du temps, qu'on va travailler, qu'on va être plus productif. En réalité, plus vous allez augmenter le nombre de personnes, plus vous rajoutez aussi un facteur supplémentaire de, je vous dis différent, parce que les gens ne sont pas d'accord, comme là eux ils expliquaient sur le choix du thème, ce genre de choses, ou un problème, certains membres du groupe ne veulent pas, je sais pas, telle personne aurait dû travailler sur le projet de telle heure à telle heure, puis finalement elle est encore en train de dormir, ou alors elle procrastine, on sait pas trop, elle est sur son téléphone, on sait pas ce qu'elle fait, ça avance pas, et ça met une mauvaise ambiance, et forcément ça vient impacter l'ensemble du groupe. Donc parfois c'est bien aussi, même si on veut bosser en groupe, de limiter au nombre de personnes pour minimiser justement ces éléments extérieurs qui peuvent venir perturber le bon déroulement du développement du projet. Bon, une fois le choc passé, le choc qui était assez rapide finalement, on peut pas changer le destin, donc on bosse avec ce thème-là, donc il y a les idées qui commencent à fuser à 3h du matin entre nous tous. On a eu des idées de vampires qui devaient attaquer des gens pour gagner de la vie et qui puissent dépenser après pour s'améliorer. On a eu des idées de Rogue Legacy version cellule, où tu as des cellules qui doivent à un moment décider de mourir pour gagner des sous, pour aider la génération suivante de cellules à s'améliorer. À la fin, tu aurais la super cellule méga badass de la mort qui tue. On a eu plein d'idées comme ça, puis finalement on était parti sur une idée qui est venue comme ça. Je vais juste accélérer un poil, vu que ça en gagnera un petit peu de temps sur la vidéo, parce qu'elle est quand même assez longue. La vie est une devise et une monnaie, pourquoi on ne pourrait pas faire des opérations 25, c'est bien. quelqu'un? Et au final, même si vous n'avez pas l'habitude, ça a évolué.
jusqu'à un personnage qui se retrouvait au fin fond des enfers et qui devait conclure des pactes démoniaques avec plusieurs démons pour pouvoir s'améliorer, avoir des meilleures armes ou pouvoir courir plus vite, ce genre de choses. Alors moi, mon avis là-dessus, si on me demande, on me le demande pas mais je le donne quand même, quand je vois ça, enfin après, ça c'est le concept tel qu'il est noté, tel qu'il voit. Moi quand je vois ça, je me dis bon, ça c'est l'idée qu'ils ont de ce qu'ils veulent développer, et la Game Jam dure 72 heures. Donc première réaction que j'ai en voyant un petit peu l'idée du peu qu'il a expliqué, c'est pas possible. Voilà, ce sera pas possible. En plus ils sont, on l'a vu tout à l'heure, ils ont présenté toute l'équipe, ils sont un nombre quand même assez important pour le groupe. C'est déjà, voilà, ça a déjà été un problème, ne serait-ce que pour trouver un thème, et visiblement ils sont sur un thème qui n'était pas forcément celui qu'ils voulaient. Donc niveau motivation, partir déjà sur quelque chose qui n'était pas le thème de cœur ou ce que les gens voulaient absolument faire, ça aura forcément un impact, peut-être minimal mais un impact quand même. Tu n'auras pas la même motivation, le même intérêt que si tu étais vraiment sur le truc précisément que tu voulais faire. Et là ça y est, on est déjà parti sur quelque chose de, là ça y est, les mecs veulent faire un jeu sur 5 ans. Donc évidemment c'est normal, hein, quand on a plein d'idées, tout ça, on a une idée d'un thème, on a une idée d'un concept, on veut développer ça, et on voit forcément l'aboutissement de tout ça et pas juste une ébauche. Sauf que 72 heures ou 48 heures, peu importe, bah c'est ça en fait, vous aurez un prototype de jeu, donc il faut avoir quelque chose qui est fonctionné, mais vous aurez une ébauche. Et l'erreur souvent, bah, c'est d'imaginer qu'on va faire le projet dans son intégralité, qu'on va obtenir le jeu dans tout ce qu'on a prévu comme concept, comme point à développer, et qu'on aura une version finale de tout ça. Plutôt que de partir sur une idée, éventuellement même de partir sur ce que là il montrait, et de se dire ok, bah, le jeu qu'on va faire pour la Game Jam, ça va être juste cette partie-là. Parce qu'en fait c'est trop, voilà, un système, là il parle déjà d'un système d'amélioration, de je sais pas quoi en fonction des noms de démons, système de progression, enfin ça il y a des gens, ils peuvent bosser 3 ans en fait pour faire un système comme ça sur une petite extension de jeu. Vous voyez, c'est même pas genre le jeu, c'est une extension seulement, et ça peut être plusieurs années avec des équipes de 20, 30, 40 personnes, donc c'est trop ambitieux, et en plus de ça, ils ne se focalisent pas, voilà, sur un point là où il faudrait effectivement se dire ok, ça c'est l'idée globale qu'on a, c'est évidemment pas réalisable sur 72 heures, surtout avec le nombre de personnes qu'on est, donc on va se focaliser sur tel point et c'est ça qu'on va développer, on va faire ça bien, plutôt que d'essayer de tout faire mais que ce soit fait en surface et que la moitié des choses fonctionnent à peu près. Ou en tout cas on espère que ça fonctionnera le jour du lancement. Mais on va voir, hein, peut-être qu'ils arriveront peut-être au bout de ce qu'ils veulent faire, mais permettez-moi d'en douter. Avoir des meilleures armes ou pouvoir courir plus vite, ce genre de choses, au prix. Il est sûr en tout cas qu'entre ce que là ils avaient en tête, imaginé, et le produit final, ils auront enlevé beaucoup de choses. Parce que c'est déjà le cas chez les développeurs professionnels, ils sont souvent très ambitieux, ils ont plein d'idées sur le papier, et puis après on se rappelle que ah oui mais on n'a pas non plus un temps infini, il faut que le jeu soit sorti à telle date parce que c'est souvent des dates stratégiques, hein, par rapport à la concurrence, tout ça. Quand on parle voilà, de vrais éditeurs et développeurs, donc des grosses équipes, et enfin grosses équipes, c'est plus voilà, des gens qui bossent là-dedans. Et aussi le côté de bah, il faut que ça tourne sur par exemple sur PC, il faut que ça tourne sur un maximum de machines, donc il faut prendre en compte toutes les configurations, et puis il faut rajouter ça et ça. Donc on a souvent une idée, mais on n'imagine pas forcément la quantité de travail que ça va demander, parce que l'idée sur le papier c'est quelque chose, et la concrétiser c'est autre chose. Et on aura forcément une différence entre ce qu'ils imaginaient de leur jeu et ce que le jeu serait arrivé au bout de 72 heures, même si pour le coup ils ont une équipe quand même composé de beaucoup de personnes. De sa vie qu'on a interprété ici comme le libre arbitre. Par exemple, ben, tiens, je te donne ce super flingue de la mort qui tue qui va te permettre de tuer tous les squelettes en un coup, par contre tu peux plus avancer à droite. Voilà, donc ça nous a fait assez marrer d'avoir un concept comme ça entre je te donne quelque chose mais je te prends autre chose de ta vie en échange, et on va du coup essayer de construire un jeu à partir de ce concept qui soit le plus fun possible et le plus sympa à jouer. Un peu comme dans Sacrifice, je crois. On a 72 heures pour réaliser un jeu sur ce thème. Une fois que l'on a dégrossi l'idée que l'on a pour le jeu, il est déjà 4h du matin. Il est temps de se coucher pour une bonne nuit de sommeil, histoire de nous lancer dans le développement sereinement. D'ailleurs, le sujet du sommeil est particulièrement important. Travailler non-stop sur 72 heures est quasiment impossible. Et il est assez commun d'avoir certaines équipes qui disent très fièrement qu'ils ne dorment que 3 heures par jour, ce qui amène ensuite pas mal de soucis liés à un déficit de concentration. Ils étaient en live sur Twitch quand ils ont fait le truc, voilà. Évidemment, c'est important. En général, pas que pour une game jam, juste le sommeil. Je sais qu'on est peut-être dans une société où on a tendance à penser limite que le sommeil ça sert pas à grand chose, ça sert à rien, que ce serait dans l'intérêt de l'être humain de dormir le moins possible. Non. Puisque le sommeil, c'est quand même très important. On se retrouve donc ensemble
la passion et l'ambition qui parlent au début, et après c'est le retour à la réalité. C'est ça, puis bon, c'est souvent aussi parce que sur le papier, ton idée, tu vois, tu l'as posée en des fois, là, ouais, ils ont passé quoi, 1h20, là, ils avaient passé 1h40 à discuter autour du concept. Donc tu dis, bon voilà, on a les grandes lignes du truc, de toute façon, on a toute une équipe, il n'y a pas qu'un seul développeur, visiblement, ils sont plusieurs, donc tu te cernes un peu la chambre en disant, bon ça va être fait, 72 heures, c'est quand même beaucoup d'heures, même si tu dors bien comme il faut, tout ça. Mais le truc, c'est que là, ils veulent développer déjà quelque chose qui est assez conséquent avec tout un tas de systèmes. Et il faut la base du jeu et les systèmes, ça vient s'intégrer en plus. Donc déjà, s'ils ont la base en 72 heures, c'est bien. Les systèmes, c'est des raccords. Et 72 heures. Et encore une fois, parce qu'ils sont beaucoup, donc ça va créer des désaccords. Il y aura forcément des différences de productivité. Là où un certain va être au top, il va bosser, on va dire, à un rythme correct, même si c'est pas le bon terme, t'en as un autre qui sera peut-être par la fatigue ou autre, ou le manque de motivation sera moins là, donc ça va pas équilibrer les choses comme il faut, ça va créer des calages, certains vont ralentir d'autres, et du coup ces gens-là, à nouveau, quand eux à leur tour sont plus fatigués, les autres vont peut-être reprendre, il y aura jamais en fait ce sont des êtres humains, donc ce sont pas des robots, donc ils sont évidemment pas à un rythme de clones, voilà, et pas de clowns, ils ont pas un rythme identique, ils n'ont pas une forme, une santé identique aussi, un niveau de sommeil identique. Pareil, s'il y a quelqu'un qui dort pas assez parce que, je sais pas, il faisait des insomnies ou qu'il pensait au projet et qu'il a dormi 3 heures alors qu'il était allongé 6 heures, et ça va pas produire la même chose sur la journée. Donc, mais ça, c'est des choses qu'ils vont voir de toute façon passer les premières 24 heures. Généralement, au début, tout le monde est à fond, tout le monde est dans le truc, t'es parti. C'est plus la fin qui est dure, les dernières heures. Le samedi vers 8h. On continue de parler du thème et de notre idée du jeu, et on commence à construire ce qui va être notre game design. Mais au final, le game design, on se trompe souvent à propos de ce que c'est. Le game designer, c'est celui qui essaie de se mettre à la place du joueur et la personne qui va avoir l'expérience en bout de production, et essayer d'imaginer pour le joueur une expérience à peu près cohérente, qui peut être à la fois amusante et engageante, ou frustrante, et essayer de voir comment ça peut se mettre en place et de recommuniquer aux autres personnes, et si possible organiser les choses pour que... Bon, ça date d'il y a 6 ans, mais je vois qu'il fume à l'intérieur, attention, il y en a qui apprécieraient pas. Après, chacun fait comme il veut. Ça se fasse complètement, et qu'au final, ça soit fait, surtout dans le concept du Game Jam où le temps est... Et les gens, si vous fumez chez eux, c'est dehors. On commence donc à concevoir les règles de notre jeu et à créer l'univers. On se placera dans un environnement rempli de démons, puisque l'on se place dans l'Underworld, un enfer composé de différentes créatures malsaines avec qui il faudra pactiser pour avancer dans l'aventure afin de s'échapper. Un espèce de prison break de l'Underworld, d'où le nom de notre jeu. J'aime bien que ça ressemble un petit peu, alors c'est pas le style d'Ankama, pas vraiment, mais il y a un côté un peu cartoonesque, Underbreak. Tout en gardant un certain sens du détail. Au niveau des mécaniques, notre joueur tire avec un fusil. Il devra récupérer des clés pour passer au niveau suivant, et les artistes s'occupent de créer les décors, et on arrive rapidement à un résultat où notre joueur peut se déplacer, récupérer les clés. On a nos premières briques de gameplay. Alors bien sûr, durant l'événement, on en profite pour échanger entre nous, notamment la question de nos différentes formations. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est la diversité des profils. Comme quoi, on peut faire du jeu vidéo en ayant un parcours complètement différent. J'ai une formation d'ingénieur informatique, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez généraliste, pas seulement jeux vidéo. Et clairement pas jeux vidéo, en fait, pas centré là-dessus. Même si au final, c'est ce que j'aimerais faire plus tard pour mêler le côté créatif au côté scientifique. Alors là, au moment où on fait cette jam, je suis en stage. Je suis en stage, c'est chez une entreprise qui m'a embauché pour faire de la VR. En fait, il faut que je fasse une simulation de conduite en réalité virtuelle. Alors moi, la VR, c'est pas mon premier stage dans le domaine. J'ai déjà fait plusieurs projets, que ce soit en stage ou à l'école, avec ça. Ce que j'ai pu voir, c'est que tu avais différents types de casques de réalité virtuelle. Tu as ceux qui prennent en compte tes mouvements dans l'espace, tu as ceux qui prennent en compte que les mouvements de la tête, tu as ceux qui ont une télécommande intégrée, tu as ceux qui n'en ont pas. Et en fait, on a tendance à voir la réalité virtuelle comme quelque chose de très fixe. Mais en fait, ça peut être très variable selon l'équipement que tu choisis, ne serait-ce qu'en termes de performance, s'il y a besoin d'un ordi, s'il n'y a pas... Voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut pour les lives. Je vais faire ça, ouais. Je vais installer un système comme ça. Là. Je vais faire wouhou. Pas besoin d'un ordi, ce genre de choses. Malgré ça, tu as quand même des règles assez générales qu'il faut respecter. Déjà, il faut partir en sachant déjà que tu te prives d'un certain public parce qu'il y a des gens, la VR, ils peuvent pas. Tu peux faire le meilleur... Ça, c'est marrant parce que c'est ce que j'avais vu dans la série Doctor House. J'en parlais à l'époque. Tu as quand même des règles assez générales qu'il faut respecter. Désolé, madame. Voilà, ça. Il y avait dans Doctor House, c'était une entreprise qui développait ce genre de jeu. C'est pour ça quand les gens avaient balancé ça comme si c'était quelque chose de nouveau, j'ai visiblement, et je pense que ça a dû même été pensé bien avant la série, hein, parce que bon, c'est pas les réalisateurs Doctor House qui ont eu l'idée. Mais il y avait un système comme ça dans le jeu où le but, c'était plus une sorte de tapis roulant, mais dans toutes les directions au sol.
Et donc tu pouvais marcher, courir en restant sur place. Et t'étais pas forcément d'ailleurs attaché là comme ce monsieur. T'avais une combinaison pour ressentir les balles, ça, ce que c'était un jeu de tir. Et hop, tu pouvais comme ça te battre dans un environnement, jeu de tir, infiltration. Et faire du surplace, mais en étant dans une réalité virtuelle. Quoi. Partir en sachant déjà que tu te prives d'un certain public parce que les gens la VR ils peuvent pas. Tu peux faire le meilleur truc du monde, ils pourront pas. Ils vont vomir leurs 4 heures, ça va être dégueulasse. On va essayer de prendre des gens qui peuvent malgré tout et de leur fournir la meilleure expérience possible. Donc pour ça, tu es obligé d'avoir un minimum d'images par seconde. Je crois que la recommandation selon l'état de la recherche actuelle, c'est à peu près 90 images par seconde. Donc tu vois que ça peut être un petit peu compliqué à faire. Il faut absolument pas imposer des mouvements bizarres, genre d'un seul coup tu vas faire une caméra qui fait wow, alors que sa tête, la tête de l'utilisateur elle bouge pas. Ça détruit son oreille interne. Pourquoi 90? Bon, parce que ça a été, j'imagine qu'ils ont évidemment, si c'est de la recherche, ils ont fait des analyses par rapport à ça. Simplement parce que quand on entend le cerveau, l'œil, il voit que jusqu'à 30 images par seconde. Bon, c'était une blague. Si quelqu'un avait sorti ça, ça avait été repris, c'est devenu un peu un mime, un mème sur internet, tout ça. Mais simplement que l'œil, comme on peut voir finalement une infinité d'images, on voit, voilà, on a une vision bien particulière. Sur l'image, ce qu'on reproduit sur les ordinateurs, donc sur les écrans, c'est un défilement d'images qui est forcément, lui, beaucoup plus limité, parce que sinon ça consommerait énormément et ce serait très très coûteux. Et forcément, surtout, je sais pas, sur des systèmes comme on a eu, cinéma 24 images par seconde, ou alors du 30 après pour les jeux, ou certaines animations, voire du 60, ou même plus maintenant pour les jeux vidéo, on est sur quelque chose où le cerveau va compenser. C'est-à-dire que le but, c'est de créer l'illusion pour le cerveau que c'est une animation, par exemple comme là, on regarde ils appellent ça un documentaire, c'est plus un reportage, mais on a l'impression qu'on regarde quelque chose qu'animé. En fait, c'est une succession d'images, d'accord, qui défilent comme ça sur la frise du temps. Et comme on n'a pas une infinité de reproductions comme on le verrait avec nos yeux dans la réalité, notre cerveau compense avec les vides. Donc on n'a pas l'impression entre deux images, par exemple, d'avoir rien qui s'affiche, écran noir, écran blanc. On a vraiment le cerveau qui compense et qui va donc corriger et compléter avec justement tout ce qui manque entre ça. Donc plus vous avez d'images, si possible, et moins le cerveau doit compenser. Donc c'est un effort qu'il n'y a pas, et comme la réalité virtuelle c'est déjà compliqué pour certaines personnes qui peuvent avoir des vertiges, tout ça, des nausées, bref, tout le monde ne le supporte pas en fonction, comme dans beaucoup de jeux ou certains jeux avec des mouvements rapides, tout ça, forcément le fait de pousser un certain nombre minimum, mais assez conséquent quand même, d'images par seconde, permet justement d'éviter une compensation trop forte, parce que si vous partez sur des jeux classiques à 30 images, voire même 60 images, et ça fait encore plus de travail par rapport à tout ce que le cerveau fait, parce qu'il est complètement perdu, on le trompe en fait dans un environnement virtuel, et donc on essaye d'améliorer le confort en facilitant, on va dire, le travail du cerveau pour lui éviter un maximum certaines corrections ou certaines simulations, pour que l'expérience soit un peu plus agréable, quoi. Et aussi, ça va être très compliqué d'afficher tout ce qui est éléments d'interface pour l'aider, dans la mesure où, typiquement, quand tu es dans Unity, tu vas devoir afficher des éléments d'interface qui vont être ce qu'on appelle diégétiques, c'est-à-dire c'est des éléments d'interface qui sont dans la scène de jeu. Un ordinateur qui traîne dans un coin, des hologrammes, ce genre de choses. Tu peux pas faire des éléments fixes comme tu aurais sur une application ordi classique. Et c'est vrai que c'est des vrais problèmes qui se posent et que moi je trouve vachement intéressants, parce que ça te fait voir toute une autre perspective de la conception de jeu, la conception d'environnement 3D, la conception d'interface, tout ça. Ça, c'est les problématiques de la VR que tu vas pouvoir rencontrer de manière assez générale partout. Après, tu as des problématiques supplémentaires qui sont liées à l'équipement. Tu as des casques qui vont avoir besoin qui sont autonomes, donc ils n'ont pas besoin d'un ordinateur. Par exemple, tu as le Samsung Gear VR qui a besoin d'un téléphone embarqué, c'est un Samsung Galaxy qui est dedans. Et tu as d'autres casques comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive qui, eux, sont dépendants d'un PC auquel il faut les brancher, et c'est le PC qui va faire tout le calcul de ce qui va être affiché dans le casque. Ça implique plein de choses différentes, notamment tu es assez limité à partir du moment où tu as un casque qui est autonome, parce qu'il a beaucoup moins de puissance de calcul. Donc on peut calculer moins de choses, notamment tu peux pas détecter des mouvements dans l'espace de l'utilisateur, c'est très compliqué à mettre en place ça. Ça va être compliqué aussi d'avoir, une manette qu'on va pouvoir vraiment déplacer dans l'espace. Généralement les manettes de ces casques-là... Oui, c'est un périphérique en plus, donc pareil. Tu vas juste pouvoir les bouger en rotation. Calcul supplémentaire, alimentation. Alors tu as un casque comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive qui va être branché à l'ordinateur. Là, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de puissance de calcul, tu vas pouvoir justement faire tout ça, détecter les mouvements d'utilisateur dans l'espace, avoir des manettes qui puissent avoir même plusieurs manettes qui peuvent se contrôler comme tu veux avec toute la gestuelle. Et en fait, moi je trouve que c'est des problématiques qui sont intéressantes, parce que finalement tu vas pouvoir avoir des casques où tu vas pouvoir faire certaines choses et des casques où tu vas pouvoir faire d'autres choses. Et malgré tout, il faut faire en sorte que ce soit confortable pour l'utilisateur, et ça je trouve ça vachement fascinant. Je m'appelle Yacine, j'ai 22 ans. Je participe à la Jam en tant que game designer. J'ai une formation en graphisme multimédia pendant 3 ans et actuellement je fais une formation de 3 mois
pour devenir animateur et apprendre la Et programmation. puis par contre, c'est ça qu'au fond, il vit vraiment sa meilleure vie. Hein. Il est. Ah là, vraiment, je crois que c'est le lead programmeur, je crois. Mais... Ah, il est bien. Ouais. Chez Magic Maker. Le but, c'est d'apprendre à utiliser les différentes technologies que vont aborder les enfants et à aussi apprendre les techniques pédagogiques que constitue la pédagogie de cette entreprise. C'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser des outils comme Scratch, qui est un outil qu'on montre aux 7-8 ans. Il faut aussi avoir l'approche pédagogique. Ils font ça maintenant, je crois, à l'école, oui. L'entreprise souhaite avoir. En élémentaire. Et dans certains collèges, lycées. Dans les académies ou dans les écoles en France. Et qui essaye de mettre en avant la recherche de l'enfant personnel et le laisser explorer lui-même les différentes possibilités qu'il a, se confronter à des problèmes et chercher des solutions. C'est pour ça que Scratch, c'est un outil assez pratique parce que c'est de la programmation par bloc, c'est très coloré et ça leur permet d'aborder en testant. Moi, je dirais même c'est pas de la programmation par bloc, c'est plus de l'algorithmie. Plus exactement. Programmation, enfin en tout cas, ou alors ça prendrait vraiment qu'une toute petite, que certaines notions de certains paradigmes. Mais c'est plus s'il y a de l'algorithmie, comprendre un petit peu tout ce qui est contrôle de flux, les structures conditionnelles, les sauts, ce genre de choses, les variables bien sûr, parce qu'on fait bien sûr de l'enregistrement d'informations, tout ça, ou certaines actions, opérations, fonctions, mais tu vas pas par exemple être en train de faire, de simuler un polymorphisme, ce genre de choses. Donc on est quand même plus sur de l'algorithmie que de la programmation à proprement parler. Et c'est pour ça que c'est bien aussi que les gens parce qu'il y a des personnes, pas forcément que chez des élèves ou autres, lycéens, collégiens qui se mettent à ça, mais d'autres personnes qui veulent se mettre à la programmation, et des fois des gens pour faciliter l'accès à l'algorithme, voilà, pour comprendre l'algorithme, ils passent par ce genre d'outils, mais c'est bien après quand même de très vite de pas être trop dépendant de ça, et de finir par passer par un langage de programmation, parce qu'encore une fois, c'est juste une partie des choses, il n'y a pas tout. Il n'y a vraiment pas tout. D'ailleurs, on le voit à côté, ouais, je vois marqué variable, contrôle, événement, donc ouais, son, etc. Donc on a quelques parties. C'est bien pour démarrer, mais faut pas que ce soit... Ouais, faut pas passer 10 ans non plus dessus. Sinon tu vas créer certains automatismes qui vont pas forcément t'aider pour la suite. Ouais. Et en prenant des choses à droite à gauche et en les assemblant, voir ce que ça donne, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ça leur permet eux-mêmes d'aborder à petite échelle. Bonne journée monsieur Leman, merci d'être venu. Bon après-midi. Après, bien évidemment, il y a des profils qui sont un peu plus classiques, qui ont suivi des formations spécialisées dans le jeu vidéo. Alors je m'appelle Guillaume. Voilà, c'est lui. Ah non, c'est pas lui qui fumait. C'est déjà en tant que GD au début. Mais ils sont jumeaux avec le gars du fond, là. Je dirais ils se ressemblent. Mais il y a eu des petits c'est pas lui. aléas et des modifications d'emploi du temps qui ont fait que j'ai dû faire du GF. C'est pas lui Escobar. Je vais devoir faire un peu de dev à la fin. Je suis un peu couteau suisse sur cette jam. Et voilà, mes services sont utilisés par les gens qui en ont besoin. Il y a une jukebox là au fond. Formation de développeur à la base à Isart Digital, qui est une école de développement, pas que de développement, une école de jeux vidéo finalement à Paris. Il y a du développement mais pas que, donc il y a des formations de graphisme, des formations de game design, des formations de sound designer. Donc c'est une école qui a pour objectif de couvrir des masters du jeu vidéo pour créer un gros réseau d'étudiants qui bossent ensemble, puisque finalement tous les étudiants qui sont avec vous dans cette école, ce sera vos futurs collègues. Donc c'est un des avantages d'être dans ces écoles-là, c'est qu'on se crée un réseau dès le début. De gens qui partagent les mêmes passions, qui ont les mêmes objectifs, et avec qui on va potentiellement avoir déjà bossé s'ils sont des mêmes années que nous, ou même des années supérieures des fois. Elle propose aussi l'école des événements comme des jams, qui sont sur un format un peu différent de la Ludum qui est en 72 heures, ou de la Global par exemple. C'est des jams sur une semaine où c'est moins le crunch, c'est moins crunch, et l'idée c'est plus de s'ouvrir à tous les autres types de formations, et surtout d'avoir un système de mentors, parce qu'on va être de pair avec des élèves des années supérieures qui vont pouvoir nous transmettre beaucoup ce qu'ils savent. En fait, ouais, donc ce qui est bien, c'est cette école, ouais, ils font des game jams de ce qui est. Et le côté intéressant, voilà, justement, c'est de ne pas faire des choses sur des durées trop courtes, et on rentre plus dans le cadre finalement de projets tutorés, plutôt que allez, t'as 48 heures, il faut que t'ailles super vite, il faut pas que tu dormes trop, etc. quoi. Tu peux être accompagné par des enseignants, tout ça. Mais c'est bien quand même qu'ils mettent ça aussi. Surtout dans une école orientée autour du jeu vidéo, quoi. Ce qui, je trouvais quand même l'élément le plus important de qui est le partage des connaissances. Sachant que c'est aussi, ils organisent aussi la Global chez eux. Donc c'est vraiment une école qui est très ouverte sur les game jams et qui nous fait comprendre qu'il faut y participer et il faut en faire. Bon, il faut savoir que c'est une école privée par contre, donc du coup c'est un investissement financier important. Mais Epitech. C'est aussi un investissement de temps important parce qu'il y a du travail à l'école déjà, il faut aller au cours. Il y a les projets ensuite. Voilà, si Epitech c'est trop cher, si 2000 €, je crois que c'était par trimestre, je sais plus à l'époque combien étaient les prix pour ce genre d'école, c'est trop cher pour vous, souscrivez à ma chaîne YouTube. C'est voilà, même si vous preniez le niveau super, le niveau maximum à 25 € par mois,
vous êtes bien, vous avez de la marge, donc il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, même 5 €, vous avez accès au cours de cybersécurité, ou dit autrement le cours de hacking qui a commencé, c'est super. Et voilà, vous investissez à hauteur de vos moyens, et ça vous coûtera moins cher. À remplir et puis les travaux à rendre pour les notes, pour le contrôle continu. Et il y a aussi le travail personnel à fournir à côté pour se faire un portfolio, pour se donner un peu de consistance en vue d'un stage ou même d'une embauche par la suite. L'avantage aussi qu'a cette école, c'est qu'il y a un incubateur. Et du coup, potentiellement dès la sortie de l'école, on peut avoir, pendant les projets de fin d'études, des studios qui vont venir voir un petit peu ce que font les étudiants, et puis les projets les plus prometteurs sont potentiellement comme Epitex, ce que j'avais retenus pour étudier. Une sorte de forum repérer éventuellement des étudiants. C'est Yann, 1030 sur les réseaux sociaux. Je suis le chef de projet / un peu manager sur cette t-shirt Pokémon. Et donc moi, c'est la forêt de Jade, je crois. Pareil, chef de projet, manager, j'ai appris à un peu gérer une équipe par la pratique, en fait, par le biais des jams. Et sinon, j'ai une formation en tant que game designer et j'ai un background aussi en tant que graphiste, communication visuelle, la Creative Suite d'Adobe, InDesign, Photoshop, Flash. La seule formation que j'ai trouvée en France qui était publique en 2015, c'était Bobigny, la licence professionnelle game design, level design de Bobigny, à l'IUT de Bobigny. Entendu parler ça. Donc j'ai fait ça en 2015-2016. Après, j'ai eu un stage chez Oublala, où j'ai rencontré donc Kevin, alias Red. Donc 2016-2017, 6 mois de stage, 6 mois CDD. Et après, je me suis mis au jam à fond, en fait. J'avais des petits boulots, j'ai été un peu chauffeur-livreur. Et pour vraiment apprendre par la pratique. Et là, donc j'aimerais bien essayer de choper un bac+2 pour avoir un diplôme dans le domaine vraiment qui m'intéresse. Donc à voir avec l'Engmin. Cette année, l'année prochaine, on verra bien. Alors j'ai postulé pour faire... Ce serait intéressant de savoir où ils en sont aussi aujourd'hui. Comme ils avaient certaines ambitions, tout ça, de voir un peu ce qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils voulaient faire en termes d'études, même en termes de carrière. Ce serait intéressant. Un master à l'Engmin pour être producteur, chef de projet. Je saurai si j'ai passé la première phase des 3 phases de... Que sont-ils devenus? Ce sera le 6 mai là. Ah, j'en ai eu des très bons retours, c'est pas évident de rentrer parce que là, pour mon corps de métier, pour les 2 années scolaires, donc parce que c'est un master en 2 ans, 2019-2021, il y a 6 places. Donc c'est surtout qu'il faut rentrer parce que c'est la seule formation de ce type qui est publique en France. Et tu as les 6 corps de métiers principaux, donc pour les développeurs, pour les graphistes, pour les game designers, pour les... c'est pas vraiment UX, c'est... je sais plus exactement, c'est un peu à voir avec le QA. Et puis on va remonter un peu le son de la vidéo. Et puis les producteurs, les chefs de projet. Donc non, oui, j'en ai des très bons échos, après aller sur leur site, avec la vidéo et tout, mais moi, de mon retour, de ce que j'ai ressenti par rapport à la journée portes ouvertes, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Et puis il y avait l'occasion de bosser avec certains Engminiens à la Digital Art Jam 3, ça c'était en mars, fin mars, début avril, ouais, fin mars. Et il y avait bien une bonne tête, j'ai envie de dire dizaine d'Engminiens, il y en avait 2-3 dans mon groupe, on était un groupe de 9 je crois, et c'était grave cool. Et on a fait Fungus Friksum dans cette jam là, donc cette année là, en fin mars. Il y a aussi dans l'équipe Tom qui est autodidacte et qui a créé son entreprise depuis un petit moment. Bonjour, je m'appelle Tom Laporte et je suis music designer au sein de la Grande Table Production. Grosso modo, on bosse principalement sur le web pour l'instant. On s'est beaucoup intéressé aux vidéastes du web parce qu'on s'est dit que quand on a vu tous les vulgarisateurs commencer sur Internet, on a senti que ça allait devenir la télé de demain en fait. Et que c'était l'occasion de renouveler un peu tous ces catalogues-là et d'enlever un peu tous ces exemples traditionnels de ukulélé, de voix qui sifflotent, de musique à la Kevin MacLeod et tous ces trucs-là. Et on s'est dit que ce serait l'occasion d'aller mettre à jour tout ça. Donc on a très vite contacté des youtubeurs pour pouvoir proposer nos services et on a collaboré avec Revue du Monde, Julien Méniel, on a collaboré avec des entreprises comme 20 minutes, Decathlon, etc. Et voilà, et grosso modo c'est devenu à peu près notre cœur de métier. On bosse aussi à côté dans le jeu vidéo mais de manière plus secrète sur des projets qui sont indépendants parce qu'on ne s'intéresse pas trop au AAA. On s'intéresse plus à des sphères humaines où on peut avoir un droit de regard, faire un vrai travail de DA et dépasser notre simple rôle de compositeur. En gros, on va proposer 2 services. Le premier, c'est un catalogue qui permet à des youtubeurs, à des vidéastes, ou à des entreprises ou à des personnes qui font de l'événementiel d'utiliser les musiques pour leurs projets. C'est des musiques qui sont inspirées des artistes qu'on a aimés. Donc ça va être du trip-hop, du hip-hop, ça va être du breakbeat, ça va être de la basse musique, tout un tas de choses, tous les styles de musique électronique qu'on a connus en grandissant, quoi. Voilà. Et le deuxième, c'est qu'on fait de la musique sur mesure pour des gens. On fait un travail de direction artistique avec eux, c'est-à-dire qu'on regarde on regarde la tonalité visuelle, etc. de leur projet et on trouve une façon de les... J'écoute ce qu'il dit le monsieur, mais à chaque fois je regarde du coup le chef de projet en fond. Là, pareil, il vit sa meilleure vie. Il n'y a que ça qui compte, enfin vraiment. Les problèmes là, le code ne compile pas. Pas de problème.
illustré, on propose plusieurs plans, on propose un panel de morceaux, etc. pour essayer d'habiller le contenu des gens de la façon la plus personnalisée. Ce qui est également intéressant à remarquer, c'est toute la diversité des raisons qui nous amènent à participer à une game jam. Alors cette jam, elle a quelque chose d'assez particulier pour moi parce que c'est la première jam que je fais en présentiel. C'est pas ma première game jam, c'est ma 3e game jam en fait. Les 2 premières c'était des Doom Doom Dare. Et en fait les 2, j'étais pour le coup vraiment chez moi, dans le sud, avec mon casque sur Discord et on faisait la jam comme ça, à distance. Pour moi c'est une expérience qui est vachement intéressante de pouvoir communiquer avec des gens à distance, etc. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire des trucs de ouf comme ça. Là, quand je cherchais justement une équipe pour faire cette jam, là, la LD44, Pour ça d'ailleurs, je demanderai lors de l'évaluation par rapport au groupe là, qui ont participé à la Game Jam, qui a fait ça à distance, qui étaient des gens qui se connaissent IRL et qui ont pu éventuellement bosser un peu en présentiel. Quoi. Ce serait intéressant de voir. Parce qu'il y avait genre des gens dans une même école, une même université qui ont travaillé ensemble, je sais pas, à un endroit précis, ou est-ce que tout le monde a fait ça à distance? Pareil, peut-être sur Discord pour beaucoup. Possible. t'étais venu me proposer de la faire et donc il fallait que je vienne en présentiel sur Paris. Ce qui me sort complètement de ma zone de confort, moi, parce que Paris j'étais venu une fois dans ma vie et puis finalement je me retrouve là à faire un jeu en 72 heures. Et le Franprix c'est cher, on l'a dit. Qui est très humaine, qui est très sympa et c'est un peu ce que j'attends de cette jam aussi, de voir comment ça se passe quand tu te retrouves avec énormément de personnes au même endroit pour faire un jeu et d'avoir la communication qui va être directe comme ça, sur un même lieu physique finalement, quoi. Et aussi de rencontrer des gens, forcément. Il y a pas mal de choses intéressantes et agréables dans une game jam, que ce soit le fait d'avoir des thèmes souvent un peu amusants, de pouvoir échanger avec tout plein de gens, parfois rencontrer des nouveaux, puis chacun a ses idées, il y a la mise en commun des idées de tout le monde et puis la recherche de ce qui est bien. Vous trouvez amusant les thèmes que j'ai proposés? De ce qui ne l'est pas. Le fait de faire un jeu, en fait. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Vu que moi j'ai une formation de graphiste et que je gravite un petit peu autour de l'univers du jeu vidéo, c'est toujours intéressant pour le portfolio aussi, mais c'est pas la raison principale pour laquelle j'y vais personnellement. J'y vais, je sais pas, parce que ça me plaît de manière générale, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une énergie, c'est créatif. C'est un temps dédié aussi, ça coupe un peu de ce qu'on a dans une routine, on va dire, dans notre quotidien. Et à la fin, en plus, on a un jeu, et c'est toujours agréable d'avoir fait un jeu et d'avoir fait quelque chose de ces minimes. Puis oui, ça permet de voir des gens et d'échanger, et il y a toujours des gens sympas. Enfin, sur toutes les game jams que j'ai fait, les gens ont toujours été sympas. 3 grosses... Bon, pour le moment, on est moins sur ce qu'ils sont en train de développer, c'est vrai, mais le côté quand même, un petit avantage de cette vidéo, c'est qu'on a un retour déjà du parcours de chacune des personnes qu'il y a, qui explique un petit peu le parcours qu'ils ont suivi, leur métier, etc. Et de voir un peu à quoi ça peut servir par rapport aux projets qu'ils sont en train de développer. Raison pour moi pour lesquelles j'adore les jams, c'est premièrement, ça fait que si tu te débrouilles bien, tu peux avoir un projet en plus pour ton portfolio en 48 heures, c'est assez imbattable en un week-end. Deuxièmement, tu vas rencontrer des gens qui sont vraiment super, qui sont intéressants et qui sont cool. Encore faut-il que le portfolio, bon, les recruteurs le regardent, ça c'est autre chose, mais oui. On va dire que c'est mieux que rien à voir, c'est sûr. Ça peut pas je dis ça peut pas te pénaliser, peut-être que si, des fois. Certaines choses qui mieux vaut ne pas forcément le montrer, ça peut desservir, mais oui, ça peut être une expérience en plus, c'est bien quand même. Qui sortent du bon taf et qui sont agréables, avec lesquels bosser est agréable. Et troisièmement, t'apprends par la pratique en fait. Tu peux me refaire la question s'il te plaît, j'ai complètement... Tu attends de cette jam? J'attends le top 50, moi j'aime... En fait, j'aimerais bien qu'on soit au moins meilleur que 200e au classement général parce que c'est un peu mon high score. Julien, Stickmac, c'était quoi ton meilleur score ta dernière jam pour le classement général? Ouais, bah voilà, top 150, top 200, donc si on est dans top 100 déjà en vrai ce serait bien. Et si on est en top 50 on est content. Ce que j'attends des game jams c'est à la fois une question de challenge, parce que j'aime bien faire des petits défis, etc. J'aime bien faire des contre-la-montre ou qu'on me propose de faire tel style en tel nombre de temps. J'aime bien faire des musiques pour des amis, quand ils me proposent de faire, ils me disent, je sais pas moi, fais de la drum and bass gothique, ça m'éclate, donc voilà. Et donc j'aime bien toujours faire des défis comme ça, parce que ça m'entraîne, ça me permet d'apprendre des choses que j'aurais pas forcément appris spontanément, parce que je me serais pas forcément donné la contrainte. Donc c'est assez stimulant, et en plus de ça, je trouve que c'est assez efficace pour se donner confiance en soi dans le milieu de la création. Parce que ça permet de voir en fait comment on réagit face à l'urgence, comment on gère spontanément face à des problèmes qui nous sont foutus sous le nez. Et voilà, donc je pense que c'est très enrichissant au niveau de la façon de travailler. Mais ouais, la deuxième raison, c'est que j'ai pas spécialement envie de bosser pour des studios AAA. Je pense que pour rencontrer des gens dans le milieu du jeu vidéo indépendant, les game jams, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres. Parce que tu te fais des affinités avec des gens par rapport à leur façon de bosser, par rapport à leur goût. Et ça te permet en fait de te construire un réseau vraiment de gens qui sont à la fois des bons bosseurs,
et à la fois des gens avec qui tu t'entends. Donc ce qui est un cocktail pour faire un bon jeu qui se passe bien. Personnellement, je voudrais faire mieux que notre jeu Blocks and Blaster. C'était le jeu que nous avions fait l'année dernière pour la Ludum Dare 41. Le thème pour cette édition était combiner deux genres incompatibles. Et nous avons réalisé un jeu Tetris. Déjà l'année dernière, on était très contents du résultat et nous nous sommes classés 236e sur le classement global sur plus de 3000 jeux, avec une mention spéciale pour la catégorie respect du thème. Oui, c'est bien, 232e sur 3000 participants. Ah oui, donc quand tu fais top 200, c'est pas d'accord. C'est pas genre t'es sur la moitié du classement, c'était déjà bien. Attends, voilà, il y a quelque chose qui tourne, qui aboutit. Donc c'est vrai que s'ils avaient été bas, tu dis, ça veut dire que tous les trucs au-dessus, les projets au-dessus sont encore plus, plus aboutis. Plus sympa en pixel art là. Où nous sommes classés 46e. Donc oui, faire encore mieux que l'année dernière, c'était un challenge de taille pour nous. Vivre en communauté, c'est aussi manger. Et on a de la chance, certains membres de l'équipe sont d'excellents. Ben voilà. Et on part se coucher. Et malgré les heures de travail que l'on enchaîne, la majorité de l'équipe est sereine vis-à-vis du jeu que nous sommes en train de créer. C'est peut-être l'avantage, un des seuls avantages d'avoir un groupe conséquent. C'est qu'au pire, bon, s'il y en a un qui est pas occupé de bosser, voilà, que ça fait trop de gens, tu peux toujours trouver une personne pour aller préparer à manger. Au moins, voilà, tu vas pas non plus casser l'équipe qui est en train de bosser. Il y a moyen. Faut embaucher ça. C'est-à-dire que les gens, là, le gars de tout à l'heure, il a cherché un programmeur, il était là, programmeur, COBOL, à chaque fois. Et là, ça aurait cuisinier. Enfin, il faut s'entourer des bonnes personnes, finalement. La nuit passe et nous repose bien. On est de retour le dimanche vers 9h. Donc aujourd'hui, donc dimanche, le deuxième jour. Comme il faut. C'est un jour important parce que cette Ludum, il y a deux choses à faire. On peut la faire soit en composition, donc c'est quand on la fait tout seul, ou en équipe. Sachant que ceux qui font en composition doivent rendre aujourd'hui à 16h. Et que les notations commencent du coup aujourd'hui à 16h, même si on le fait à plusieurs, en équipe. Et du coup, le fait de poster un build aujourd'hui en même temps que ceux qui le font en composition nous permet de ne pas être en retard au niveau de la notation. Donc aujourd'hui, c'est étape importante puisqu'il faut qu'on ait un build jouable. Il faut que toutes les mécaniques de base du jeu soient présentes et qu'on puisse avoir... Du coup, on n'aura rien vu du développement qu'ils ont fait en lui-même. Il faudra que je retrouve un autre jour un reportage où je vois justement qu'on voit vraiment l'étape de développement. Quoi. Là, ils ont plus centré sur les personnes en elles-mêmes, sur l'expérience qu'elles avaient des Game Jam, mais on n'a pas trop vu les projets. Quoi. Le projet sur lequel ils travaillent. À moins qu'on ait une présentation à la fin, peut-être. Mais... Il faut que toutes les mécaniques de gagner, mais au moins jouer au jeu, avoir une expérience satisfaisante. L'objectif est fixé, il nous faut un build jouable, c'est-à-dire que nous comptons avoir une version du jeu qui contient l'ensemble des mécaniques afin de voir si le jeu est effectivement fun dans son ensemble. Cette étape est importante pour que l'on puisse s'occuper. On voit, ça c'était tout nickel au début, hein, on voyait, il y a du vécu. Voilà, le salon là, il a bien vécu. Tu comprends que oui, ça c'est bien stylé, sa vie. Du polish le lundi, c'est-à-dire corriger toutes les petites imperfections du jeu afin d'offrir la meilleure expérience. Concrètement, on a déjà notre joueur, des ennemis, mais on n'a pas encore l'élément le plus important de notre jeu, les pactes. Et après avoir vu avec les game designers, il y a 18 effets différents à créer. La première moitié vont être des bonus et l'autre moitié des malus. Ah oui. Le but étant de créer des combinaisons d'effets afin d'aboutir à 9 pactes différents. Donc autant dire que l'on n'est pas super en avance sur le développement du jeu. Pour parler j'allais dire, oui, le dernier jour, ils doivent rendre un projet, le projet à 16h. Ah oui, là c'est... Ouais. Là c'est comme ceux sur le Discord, ça commence à suer à grosses gouttes là. Bon, il reste quelques heures, mais on va pas trop traîner non plus. C'est vrai que c'est bien, par contre, ce que je vois effectivement, qu'ils avaient diffusé ça sur Twitch, quoi, à l'époque. Donc les gens pouvaient suivre en direct tout ce qu'ils avaient fait. Donc autant nous, sur le documentaire, là, effectivement, c'est monté, on nous raconte un petit peu le parcours de chacun, mais le fait qu'ils aient diffusé ça en live, ça devait être intéressant pour ceux qui ont suivi, comme un gros événement, quoi, qui ont suivi ça 24h/24, là. Enfin, ils ont dû couper quand ils allaient dormir, mais... Sauf s'ils se relayaient. C'est pas mal. Souvent tous ensemble afin de prendre connaissance de toutes les problématiques. Peut-être que les graphistes sont ok pour créer un effet particulier. Hop, allez sur Facebook. Ceci est une descente de police, qu'est-ce que c'est que ça là? Hop. Attention, hein. Ça. Oui, disait après, il y a une personne, elle est sur son téléphone, tout ça, on sait pas. Voilà. Vous voyez, c'est le problème. L'équilibre, là, ça, on sait pas. Bon, peut-être ça bosse pas, hein. Ça se trouve, il fait semblant, on sait pas. Et là, attendez, une actu. Puis après, quand elle va se remettre à bosser, c'est lui qui, je sais pas quoi, il va aller caresser le chat. On sait pas trop. Donc, bon, ça en plus, c'est totalement, ça son raccord avec le projet qu'elle fait. Mais si ça prend trop de temps pour connaître le reste ou créer le son qui va avec, il va falloir revoir les espérances. Faire une game jam avec une grosse équipe, c'est jouer constamment à l'équilibriste, afin de ne pas surcharger un pôle.
Facile à dire, mais dans les faits, c'est particulièrement compliqué. Surtout que le temps est limité et ne joue pas vraiment en notre faveur. Le dimanche, c'est aussi la journée où nous a rejoint un autre membre de l'équipe, Julien, qui est venu pour nous aider à créer ce documentaire. Pour tout te dire, tous les plans stylés, c'est lui qui les a faits. On en a profité pour mettre pas mal de plans du chat de Tom. Hop, voilà un chat, et en voilà un autre. Bon, ok, j'avoue... C'est ce qui est bien, ce que je disais, au moins ils avaient le lieu, quoi. Ils avaient un lieu avec tout, avec suffisamment de place pour mettre tout le monde là autour de la table du salon. Table basse, mais bon, elle est aussi grande qu'une table de salle à manger. T'es sur le canapé. Bien, quoi. Je fatigue un peu. Il y a un cuisinier. Donc on repart pour une journée de travail. Le pôle gamer s'occupe d'améliorer l'ambiance sur les maps et travaille également sur les ennemis que l'on va affronter. Et pendant ce temps, le pôle game design et dev s'attaque à ces fameux pactes. Tom se lance aussi dans la création du sound design, et donc fait de la recherche pour créer les meilleures musiques. Le sound design, on en parle peu, mais c'est un des éléments qui est extrêmement important dans le ressenti que l'on a d'un jeu. Donc, petit détour pour comprendre comment... Ah par contre, ça c'est... Bon, ça c'est moi, mais les cendres sur le PC, là... travaille un artiste dans ce domaine. Ouais, je fais principalement de la MAO, donc de la musique assistée sur ordinateur, sur Ableton Pauvre Live, PC. qui est un logiciel que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une manière de composer qui est verticale en fait, où on n'est pas obligé d'être sur une timeline comme ça, où on peut en fait mettre des blocs on peut comme faire ça, les deux. et la structure n'est jamais définitive en fait. Notre morceau, on peut toujours la remettre. C'est pratique, alors ça c'est surtout pratique pour ceux que ça intéresse. Hein. C'est ce genre de composition verticale, ouais, pratique pour les gens qui font du live, la performance en live, les DJ, tout ça pour modifier directement. Là on a plus l'habitude de faire quelque chose de séquentiel quand on fait vraiment du mixage, mais ce logiciel permet, Ableton permet de faire les deux. On peut switcher de l'un à l'autre. Donc comme ça vous avez le meilleur des mondes, vous choisissez ce que vous voulez. Et le logiciel n'impose pas l'un ou l'autre, donc on a différents séquenceurs, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'écriture, comme son nom l'indique, live quoi. Et après j'utilise beaucoup de petits instruments réels et de sons réels que j'enregistre. Des petites percussions, quand je voyage... Le miaulement du chat par exemple, dans le jeu. Un petit peu singulier, j'ai des mini synthétiseurs pour avoir quelques applications très précises. Mais je suis principalement sur musique assistée par ordinateur et avec des plugins, donc des logiciels externes qui permettent d'avoir différents sons, différents timbres, quoi. En tant que sound designer, je pense que c'est important d'avoir au moins une oreille musicale, c'est-à-dire une sensibilité à la musique. Alors, la question c'était faut-il être musicien pour être sound designer? On va parler de l'aspect théorique. Des plugins, donc des logiciels externes qui permettent d'avoir différents sons. En fait, ce que je vous disais, c'est que si vous n'avez pas un bagage théorique, le logiciel après, finalement, vous apprenez à vous servir du logiciel, mais vous savez pas trop ce que vous faites. Vous appuyez sur des menus, des boutons, vous faites des réglages, mais vous savez pas pourquoi vous les faites, pourquoi telle valeur, pourquoi ci, pourquoi ça. Si vous dites bon, ça sonne plutôt bien, donc ça doit être ça, puis en fait, comme pour n'importe quel logiciel, il faut toujours pareil. Hein, si vous n'avez pas de notion pareil en imagerie ou autre, en édition, en photomontage. Vous dites bon, pour faire montage, il faut que j'aille dans tel menu, je mets tel filtre, je règle la valeur à peu près à ça, ça donne à peu près un rendu correct. Après, est-ce que vous serez capable d'expliquer pourquoi, par quel effet, etc. Voilà, c'est plus compliqué. Différents timbres, quoi. En tant que sound designer, je pense que c'est important d'avoir au moins une oreille musicale, c'est-à-dire une sensibilité à la musique, mais je pense qu'effectivement, savoir faire de la musique, c'est quand même important, parce que c'est important d'avoir une notion du rythme, avoir une notion du timbre, parce que le sound designer doit aussi faire des effets qui doivent aller dans le flow de la musique, et qui doivent aller dans le rythme du jeu, donc il faut que ça aille de pair avec l'esthétique musicale qui a été donnée. Donc c'est important qu'il y ait une connexion entre le son et la musique dans un jeu. Donc je pense que oui, et puis de manière générale, je pense que quand on est dans un domaine créatif, c'est important de savoir parler le langage des autres et de ne pas parler uniquement son propre langage. C'est-à-dire qu'un compositeur, il doit comprendre comment un graphiste, il parle en termes d'image, comment une personne qui fait du montage ou qui fait des VFX, il parle justement dans ses logiciels, etc. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Donc oui, pour le sound designer, évidemment, il faut qu'il ait cette notion-là. Et parce que c'est ce qui lui permet lui de rentrer dans quelque chose qui va de pair avec le jeu et qui n'est pas cacophonique, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est bien évidemment, le jeu vidéo est un art. Le jeu vidéo est un art. Mais je pense qu'on... Alors selon Yann Moix, non. Mais selon Yann Moix, hein, ce sont des... Je sais plus ce qu'il avait dit, pas des attardés, mais un peu dans ce sens-là, mais bref. Si vous continuez de jouer à des jeux vidéo passé 30 ans, bon, a priori vous avez raté votre vie. Hein. C'est à peu près ça. Comment dire, qu'on ne le considère pas comme un art pour des bonnes raisons. On le considère comme un art parce qu'on peut raconter des histoires avec du son et de l'image. Pour moi, ça correspond plutôt à l'art du cinéma. Pour moi, ce que le jeu vidéo il apporte de nouveau, qu'on n'a jamais pu connaître ni dans la littérature, ni dans la peinture, ni dans aucune autre forme d'art finalement, ce qui fait la singularité de chaque art, c'est que ça permet en fait de créer des mondes régis par des règles et d'observer les comportements. C'est-à-dire qu'à terme, le jeu vidéo, c'est pas seulement du jeu, c'est aussi par exemple créer une civilisation
à une société, définir des règles et définir de voir comment cette civilisation elle évolue et de pouvoir en tirer des conséquences pour nous, des leçons pour nous. Donc je pense que ça a une portée qui va beaucoup plus loin que celle du loisir. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, parce que ça, on peut le retrouver, hein, le fait d'avoir une civilisation, créer une société, regardez Avatar, hein, la création de l'univers comme Avatar, bah, c'est exactement ça, hein, il y a même une langue, hein. Il y a une langue qui a été, voilà, pour le Na'vi, qui a été créée, qui peut être pratiquée, hein. Il y a vraiment une grammaire, un dictionnaire, enfin voilà, il y a des termes, il y a un vocabulaire, tout ça. Donc on est véritablement dans quelque chose qui évolue, mais le côté surtout qui fait la différence, c'est que bah, devant un film ou autre, ou même devant une œuvre d'art, par exemple, vous êtes passif en fait. C'est surtout ça. C'est le fait que tu es totalement passif et que tu prends ce qu'on te donne, là où dans un jeu vidéo, tu as forcément une forme de passivité, parce que c'est pas toi qui nécessairement crée le jeu, hein, on te fournit quand même quelque chose au départ, mais tu peux effectivement incarner quelque chose, tu peux interagir dans l'environnement dans lequel bah, tu te déplaces, dans lequel tu interagis, etc. Enfin, tu interagis pas dans lequel tu interagis, tu interagis dans un univers dans lequel tu te trouves. Et parfois, dans certains jeux, bah, tu peux en plus faire des choix qui vont avoir des conséquences effectivement sur la narration, qui vont avoir des conséquences éventuellement sur l'environnement. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent évoluer. Là où, bon, un film, bah, comment il a été écrit, comment il a été réalisé, comment il a été incarné, le jeu d'acteur, et c'est pas toi qui vas avoir tu seras pas actif et tu vas pas avoir un pouvoir de décision, et tu ne vas pas incarner quoi que ce soit dans le film en question. Au mieux, tu vas peut-être tu vas peut-être te représenter dans un personnage. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont pris pour Superman quand ils ont vu des films sur Superman, mais c'est tout. Là, ça va s'arrêter là. Ou être fan d'un acteur ou d'une actrice en particulier, mais tu ne seras pas acteur du film là ou dans un jeu vidéo. Pour le coup, si. Même dans un jeu qui est juste narratif en soi, t'as quand même un minimum d'interaction avec le jeu. Et ça va avoir aussi des applications dans plein de choses, dans la musique, pour par exemple créer des moteurs qui simulent des violons, qui simulent des pianos, pour créer des intelligences artificielles qui servent dans la vie de tous les jours et qui pour diverses tâches. Ça lié, elle sert bien ça. Donc je pense que le jeu vidéo est un art pour une autre raison, et cette raison, je trouve qu'elle est bien plus grande que celle qu'on prête habituellement à ce médium-là. On travaille donc sur des points différents du jeu pour ensuite tout fusionner le dimanche soir. Ça va pas être facile, mais on va essayer de tenir cette limite de temps. Cette histoire de pacte avance d'ailleurs très bien durant la journée. On met en place l'interface pour sélectionner le pacte que l'on va conclure, et on commence la première compétence issue d'un pacte, le bouclier. Donc on avance assez bien, ce qui n'empêche pas de rencontrer quelques bugs de cadence de tir par exemple. Bon, heureusement, c'était pas difficile à gérer. On continue d'avancer rapidement et le bouclier fonctionne entièrement, comme la deuxième compétence, le flash. On bosse encore énormément et on a fini par avoir un build à 4h du matin. Les deux développeurs qui sont avec moi réussissent à finir les 9 pactes à temps. C'était tendu niveau timing, mais on l'a fait. Et on décide finalement de ne pas mettre cette version en ligne puisque l'on croit au potentiel de notre jeu. Pour le dernier jour, on va peaufiner le tout et on sort une version du jeu dont on est fier. On se couche donc à 4h du matin et moi qui ne suis pas serein sur le timing, je décide de faire une petite nuit et de me lever à 8h pour pousser au maximum. C'est le dernier jour, voilà. Le dernier jour, ils disent bon, on a dormi 2 heures, allez. C'est pas grave, c'est le dernier jour, après c'est fini. Ouais, mais souvent les dernières heures sont super importantes et là... Tant que personne n'est debout, ce qui me permet d'avancer sans interruption sur le jeu. Les autres se lèvent et on se retrouve en plus petit comité vu que certains partent travailler. Ce qui nous permet de faire le point pour préparer cette dernière journée de jam. On n'a pas beaucoup dormi, on est assez fatigué. Mais ça maintenant je comprends pourquoi ils fumaient tous à l'intérieur, ils fument à l'intérieur, parce que oui, ils ont l'air visiblement de tous fumer, donc ils ont dû se dire bah ouais, on fume tous, donc allez, on va pas s'emmerder à sortir, en plus on peut bosser en même temps. Parce que je les vois tous faire des clous tout à l'heure, ils sont trouvés, voilà, une équipe, la cohésion, et juste que dans le tabac, c'est... tout va bien. Enfin, c'est un doux euphémisme. Mais ouais, non, bah aujourd'hui c'est journée de polish, on est quand même relativement content, je pense, tout le monde, de ce qu'on a fait. Les graphismes sont cool, le code il a bien avancé, on est sur de l'ultra polish. Dizaine de minutes. On est ravis. Le gameplay est enthousiasmant, on attend de voir encore les dernières briques finales pour pouvoir se faire encore un avis, parce qu'on n'a pas encore fait tout ce qui est tweak, dernier réglage, etc. Mais c'est très enthousiasmant, mais par contre, il y a du boulot, quoi. C'est pas encore le moment de s'arrêter. On a encore là tous les effets de feedback, donc tous les effets pour donner un retour aux joueurs sur les moments où on attaque, les moments où on se prend des dégâts, les moments où on touche des boutons, etc. Donc c'est tous les micro-détails auxquels on pense pas forcément quand on est joueur, mais qui prennent du temps quand on fait un jeu. Ouais, là on va dire que c'est la passe minutieuse où on essaie de prendre tous les petits détails qui clochent et faire que tout soit bien poli, tout soit bien nickel, pour qu'il n'y ait pas un truc de travers et que le jeu tienne la route, tienne bien debout, quoi. Je suis très heureux qu'on en soit à cette phase-là parce que c'est pas forcément le cas dans les game jams d'arriver en phase de polish. Parfois on arrive en fin de jam et le jeu
ne marche pas, où le jeu n'a rien d'implémenté. Je pense qu'il y en a une paire là, sur le Discord qui en sont effectivement au même point. Faut rendre ça dans bientôt un peu plus de 48 heures. Et c'est compliqué. Après, dites-vous que 48 heures, dans certains cas, c'est le temps que vous avez pour faire tout. Voilà, c'est la durée complète d'une game jam. Donc s'il vous reste que 48 heures, c'est comme si en fait vous n'avez même pas encore commencé, alors vous avez déjà quelque chose. Donc si on le voit comme ça, qu'on relativise, en fait vous avez tout le temps. Vous avez le temps, c'est bon. Tout va bien. Il y a plein de raisons pour lesquelles une game jam ne peut pas marcher, et là il se trouve que c'est une très très bonne game jam. En plus on est avec une équipe de personnes volontaires qui ont envie de porter un peu le jeu après, qui ont envie de communiquer un peu. C'est vrai qu'ils ont l'air motivés là, tu vois, pas de gens. Très bonne énergie. Il n'y a pas de personnes en retrait. Même si on a beaucoup de travail, j'ai foi de rendre un premier prototype qui sera super cool. Voilà. Il y a encore. Et après, je me dis aussi quelque part, le fait qu'ils aient fait ça en live aussi, ça peut aider. Justement de te dire, tu t'exposes, t'es là en live, donc il y a sûrement pas mal de gens qui les ont regardés en live, qui ont suivi ce qu'ils faisaient. Donc si t'es en train, entre guillemets, de rien faire, ça va commencer à se voir. Donc quelque part, t'as aussi envie de pas décevoir, de faire les choses comme il faut. Te dire, si t'as voulu rejoindre l'équipe, c'est pas pour bosser la moitié du temps par rapport aux autres. Donc tout le monde s'investit et c'est cool. Pas mal de choses à améliorer pour rendre l'expérience de jeu la plus fun possible. Et surtout, beaucoup d'intégration. Les game artistes ont produit énormément de modèles qu'il faut maintenant mettre dans le jeu afin d'améliorer le rendu. On commence la journée en ajoutant une nouvelle interface pour les dialogues et on intègre finalement les modèles des clés et il y a enfin les vrais ennemis du jeu. Des diables et des guerriers squelettes. Petite fun fact, notre héros tire avec un fusil imaginaire. Voilà, on lui a jamais fait de fusil et au final peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte. On finit d'intégrer les 3 niveaux avec tous les graphismes, on est super content du résultat et on a bien conscience à ce moment-là de faire un super boulot. Ce sera un jeu dont on pourra être fier, si on arrive à le terminer à temps, ce qui n'est pas encore dit. D'ailleurs, je ne veux pas te spoiler le jeu, mais d'un point de vue game design, on a voulu transmettre une information au travers des pactes que tu prends. C'est-à-dire que chaque pacte va t'amener à avoir un certain type de comportement. Là où quand tu déclenches ta compétence de rage, tu peux tirer encore plus vite, ce qui te permet de tuer davantage d'ennemis, là où la compétence de bouclier et de flash sont beaucoup plus sur la défensif. Et au travers de ce choix de compétences qui t'amène un certain style de jeu, tu débloqueras une fin différente. Puisque oui, on décide au final d'avoir plusieurs fins dans le jeu. On arrange tous les éléments d'interface progressivement, on enlève tout ce qui est des placeholders, donc des éléments temporaires pour remplir une fonctionnalité en attendant d'avoir les graphismes définitifs, et après on attaque tout ce qui est ultra polish. On a presque fini le jeu et on se met à ajouter... Oh mais je fais que des bêtises là. Progressivement, on enlève tout ce qui est des placeholders, donc des éléments temporaires pour remplir une fonctionnalité en attendant d'avoir les graphismes. Et ils ont fait Maître Yoda. Et après on attaque tout ce qui est ultra polish. On a presque fini le jeu et on se met à ajouter plein de petits éléments qui vont donner plus de vie à notre jeu. Les voix des personnages durant les dialogues, les portraits animés de tous les personnages, ce qui représente quand même 9 créatures à créer et animer. Et c'est un travail qui est réalisé par Tom, Guillaume et Yann. On ajoute également des petites icônes représentant chaque pacte. Et ça, c'est une super découverte. Tom a trouvé après quelques recherches un site internet qui aide à la création d'assets procédural avec un style pixel art. On finit les derniers réglages, on intègre les 2 fins que nous a concocté Julien, et il est 2h45. On a un but. Ouais, ça se cite, oui. Un membre de l'équipe a déjà préparé la page du jeu. Il ne manquait plus qu'à le mettre en ligne. Plutôt que de faire ça par une IA qui va te faire des trucs moches. Et officiellement en ligne. Ouais. Trailer. La tête des gens. Je sais pas si parmi je doute que des gens là qui participent à la Game Jam auront fait une vidéo de présentation, comme j'avais proposé de le faire pour ceux qui voulaient. C'est au choix, hein. C'est soit vous faites un texte, donc un script de présentation que je pourrais utiliser, soit vous faites une vidéo. Mais ce serait intéressant quand même. Je me dis, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aura eu le temps, l'envie de faire une bande-annonce comme ces gens l'ont fait, notamment. Je suis en train de me dire que ils ont fait quand même pas mal de musique, ils ont pas fait d'effets spéciaux. Enfin, pas d'effets spéciaux, mais d'effets simplement de son d'effets. Genre pour les munitions, tout ça. Je sais pas. Parce que là, ce qu'on entend, c'est juste la musique, donc j'imagine. Si le sound designer fait que ça. On a fait un jeu en 72 heures. Une chanson, enfin. Cette période, juste après la mise en ligne du jeu, est particulière. Toute l'adrénaline descend d'un coup et tu ressens un super sentiment d'accomplissement. On se met à faire les comptes sur le jeu, les petites choses que l'on pourrait corriger, puisque l'on a remarqué encore quelques bugs au niveau des mouvements de notre personnage. Au final, tout le long de la jam, on a travaillé... Notamment peut-être les déplacements. Il est à la patinoire, mais ça c'est normal. Simuler l'effet de la gravité, hein, c'est compliqué. Jusqu'à plus d'une 50aine d'heures sur tout le week-end pour la partie. J'ai l'impression que le personnage glisse. Jusqu'à la fin.
Mais l'histoire d'Underbreak ne se termine pas encore là. On se lève le lendemain vers midi, l'esprit tranquille, et on se remet à travailler sur le jeu. Il faut savoir que la Ludum Dare, peu après la sortie, donc on sort le jeu le mardi, il nous reste une semaine pour faire toutes les corrections qui sont des corrections des fixes de bugs. On va entretenir le jeu vidéo, essayer de le mettre à jour. Ce ne sont pas des grosses modifications parce que ce serait assez déloyal et immoral de changer les décors, changer plus les textures et le gameplay. C'est vraiment des corrections assez minimes mais qui permettent de faciliter l'expérience du joueur et d'avoir des meilleurs retours utilisateurs. La Ludum Dare fonctionne en système de vote clos. C'est une game jam avec un classement. Mais comme toutes les game jams, elle n'a pas un but lucratif. C'est vraiment pour nous donner une visibilité et montrer le meilleur de ce qui peut être fait en 48 heures, 72 heures. Pour en revenir à ce système de vote clos, ce sont donc les personnes qui ont participé à la game jam qui peuvent voter. Des personnes qui s'intéressent donc au monde du jeu vidéo et qui sont ou peuvent être issues du monde du jeu vidéo et des différents corps qui le composent. Et c'est aussi ça qui fait la force de la Ludum Dare. Donc le jeu est officiellement en ligne. Je te mets bien évidemment le lien en description pour te faire Ce que j'allais dire, le ça résultat. peut être intéressant de La prochaine voir un étape peu pour ce le qu'ils ont jeu, fait. c'est de le partager. Alors bien sûr, on en parle dans notre entourage, mais on le partage aussi à des streamers, ce qui nous donne pas mal de retours à propos du jeu. Et voir son jeu en action, crois-moi, c'est extrêmement enthousiasmant. On a fait un jeu dont on est très content du résultat, et j'espère que notre jeu sera bien accueilli de la part des autres participants de cet événement. Je te remercie de nous avoir suivis tout au long de cette aventure. C'est la On a première regardé fois en que plus je leur parle sur ce type de documentaire, donc contenu on pourra documentaire. tester. J'espère que cette longue vidéo t'a plu et t'a inspiré. Et le chat, appris des choses plus blasé que les participants. J'ai pas pris le temps de t'expliquer de ce que l'on fait en dehors de ces game jams. En fait, je suis Kevin Roussel, je suis cofondateur avec Anna de Red Studio, un studio de jeux vidéo indépendant, et cette chaîne YouTube est là pour te partager comment fonctionne la création de jeux vidéo, que ce soit dans le cadre de game jam avec Underbreak ou des projets beaucoup plus conséquents comme notre jeu Epic Battle Run qui sort très bientôt. Donc si tu veux davantage explorer le monde du jeu vidéo, je te conseille de t'abonner et de regarder les vidéos que l'on sort sur cette chaîne. On en sort une nouvelle toutes les semaines. Suis-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. Nous avons un Discord où nous sommes présents tous les jours si tu veux échanger Ça avec coûte nous. rien. Un grand merci à l'équipe qui nous a rejoints autour du projet Underbreak. Merci à la Grande Table Production de nous avoir permis d'utiliser ces musiques, tu trouveras tous les liens dans la description. Merci énormément à Julien de nous avoir aidé pour la captation vidéo le dimanche, tu as fait d'excellents plans, c'était super de ta part d'être venu nous aider. Et on se dit à bientôt je l'espère, la bise. Ok. Bon, comme je disais, le petit bémol, parce que c'était pas fait pour ça, c'est qu'on n'a pas vu en détail vraiment leur jeu sauce sur la fin, vite fait. Mais ils ont pas montré genre la progression, genre le code, un peu ce qu'ils ont fait, etc. chacun. Parce que par exemple, la fille qui apparaît à la fin, c'est elle qui faisait les ressources graphiques, je crois. Et on n'a pas vu une seule fois sur toute la fin, on a vu les petits éléments là en pixel art, mais on n'a pas vu en fait, on les a pas vu créer le personnage, genre de choses. Donc, faudra voir si je trouve d'autres. Bon, il y en a un, mais je trouverai d'autres vidéos. Si je fais justement des reacts sur des vidéos Game Jam, on trouvera des vidéos qui sont plus centrées sur ça aussi. Même si là, c'était cool d'avoir aussi un autre regard, c'est-à-dire, encore une fois, le parcours des gens, etc. Plus le côté humain que le côté jeu en lui-même, quoi. Donc c'était sympa. Donc Underbreak, donc le jeu est toujours là, effectivement. Il n'y a pas de raison qu'il y soit plus, mais... Donc comme ça, si jamais vous avez envie de tester, je mettrai son lien comme la vidéo est sur... Elle est en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens. Vous aurez tout. Mais je testerai quand même en live pour voir un peu. Ah bah tiens, on a les notes, c'est ça qu'ils l'ont pas dit. On n'avait pas vu les notes qu'ils ont eu. Donc, et je crois qu'il y a de ce qu'ils disaient, je sais pas si c'était la même chose pour ça, mais visiblement oui, c'est 3000. Donc il y avait 3000 participants, je crois. Et donc ça, c'est le classement qu'ils ont eu. Donc ils sont arrivés 411e. Ah bah non, là, en fait... C'est une note qu'ils ont, après je sais pas comment ils fonctionnent exactement. Est-ce que j'aurais pas dire de bêtises, c'était peut-être une autre game jam qui avait autant de personnes, je sais pas. Ah, ils préparent la 58e édition. Là. Je connaissais pas du tout ce site, Game Jam Ludum Dare, je connaissais absolument pas. Je savais que Itch.io faisait des game jams. Les gens pouvaient même héberger leur propre game jam. Je savais pas qu'il y avait ce site là. Donc si jamais il y a des amateurs de game jam, vous voyez, vous avez ce site là éventuellement qui permet d'en faire. Ils ont l'air d'en faire en plus régulièrement, donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors encore une fois, je sais pas combien ils étaient en total de participants. Il n'y a pas vraiment. Mais si on se base sur ce qu'ils disaient, ouais, 3000 participations. S'ils sont arrivés à... C'est ça qu'ils espéraient, bon, ils disaient, ils espéraient 150, top 150, top 200, et s'ils sont top 50, ils sont contents. Bon, ils ont fait 411e, donc c'est sûr que c'est plus... c'est moins bon que ce qu'ils espéraient, mais s'il y a eu 3000 participants, c'est-à-dire que déjà, voilà, il y a eu du boulot de fait, quoi.
C'est pas mal du tout. Donc Fun 585, innovation, bon normalement c'est sûr qu'au niveau d'innovation là il n'y a pas grand chose d'innovant, le thème 800, graphique a quand même 100, par contre ouais 180e, 20e d'ailleurs on dit, 180e graphique, c'est-à-dire que les autres il y en a beaucoup qui ont dû faire des choses pas très abouties. Audio, bon bah bravo, hein. Bravo le sound designer puisque 143e là ils sont très bien placés avec tout l'environnement sonore. Humeur, je sais pas à quoi ça fait référence exactement. Mood de Paris, je vois pas trop. Mais bon, bien, hein. Franchement. Bien. Interesting, my bit confused. Restart with that. What I liked. Graphics are great, especially for 3D arts. Animation really smooth. Music and sound effects are cool. Donc oui, effectivement, d'où le voilà, bon classement là-dessus. Best parts. Ah, il y a quand même un peu de narration, ok. Twist at the end is well executed. Et par contre, mécanique principale qui est pas très un peu confus. Il voit qu'elle a la conséquence de ça, qui parlait de ce système qui effectivement sélectionnait un avantage, enfin tu fais un pacte en fait, hein. Tu fais un pacte avec un démon et donc évidemment ça te donne un avantage mais en même temps bah, ça sacrifie quelque chose. C'est un peu exactement le même principe, c'est pour ça que leur jeu est pas... Et il n'y a pas d'innovation dans l'idée puisque Soul Sacrifice, donc la licence Soul Sacrifice repose un peu comme ça, vous êtes une sorte de démon qui fait des pactes en fait avec le diable, je crois directement, lui c'est pas un démon, c'est le diable, on va droit au but et ça lui permet de gagner en puissance, gagner en vélocité, enfin il peut gagner plein de choses, mais bah, c'est un pacte avec le diable, donc c'est un pacte en fait où vous donnez votre âme et petit à petit il perd certaines choses et le concept est très sympa, parce que c'est pareil, c'est pas non plus le genre de concept qu'on retrouve dans énormément de jeux. Et c'est super intéressant, et là ouais, visiblement l'avis de la personne c'était que bah, on sait pas trop en fait quelle est la conséquence de choisir plutôt tel démon, tel autre démon. Il manque des éléments. Ce qui va la première fois il me donnait donc un peu de pouvoir, ouais, par exemple bah, les munitions triplées, du bouclier, un peu de temps, ok, un petit délai, etc. Mais la seconde fois qu'il a sectionné un démon et la troisième fois, les mouvements se dégradent, c'est peut-être bugué, etc. Il peut pas utiliser le pouvoir accordé par le démon au deuxième niveau, et donc s'il en choisit un autre, etc. Ok. Ouais, donc on trouve que ça manque un peu de clarté dans le fait, dans les conséquences ça peut avoir de sélectionner tel démon, et sur le fait par exemple que bah, est-ce que les pouvoirs accordés d'un démon tu les gardes sur l'ensemble des niveaux du jeu ou que sur le niveau actuel et tu les perds ensuite quand tu sélectionnes un démon, ce genre de choses. Parce que certains jeux, des fois, vous avez un système comme ça, incrémental, où vous avez certains bonus qui vont être donnés de puissance lors d'un niveau. Vous arrivez à un second niveau, vous pouvez choisir un autre ensemble de pouvoirs, et ça vient se cumuler en fait au bonus que vous aviez avant, et ainsi de suite. Et donc plus vous avancez, plus la difficulté augmente, mais plus vous gagnez en bonus et en pouvoir, en fait, pour améliorer la puissance de votre personnage. Et là, c'est ça que la personne ne trouvait pas forcément clair. Je ne pouvais pas donc refuser de... Oui, pacte avec le démon, bon ça c'est peut-être logique je pense vu le jeu, ce qu'il propose que oui t'es obligé de faire un pacte, c'est juste que tu choisis avec lequel des démons. Ok. Pas moyen de quitter le jeu, aller sur le menu ou alors faire une autre partie avec différents démons, je suis obligé de redémarrer le jeu à chaque fois. Ok. Et le pouvoir n'a pas de recharge en fait, d'indication et de temps de recharge visuel. Ok. Voilà, bah comme ça vous avez toutes les infos. C'est un petit peu tout ça.